enregistrement audio précis et détaillé qui a été donc créé et enregistré par notre historien local Daniel Bourrouille, vous dévoilera la présence bénédictine à Luc. Alors, Luc, où est-ce que ça vient? Ça vient du mot latin lupus, qui veut dire bois sacré. Alors, il est possible, et même certain, que ce village était recouvert d'une belle forêt où se célébraient sans doute des cultes. Et ce mot latin devint par la suite Luc, mais qui s'écrivait L-U-C. Et on retrouve cette orthographe jusqu'à la fin du XVIe siècle globalement. Puis ensuite, Luc, on y ajouta, ça s'écrivait L-U-C-Q, comme lac, comme Maslac, comme etc. C'est à partir du XVIIe siècle. Et le 26 août 1888, le conseil municipal de Luc demanda que cette commune s'appelât officiellement Luc de Béarn. Toutefois, dans la conversation courante, on dit souvent la part de Luc, c'est Luc. On ne va pas jusqu'au Béarn, on sait que c'est en Béarn. Alors, le village de Luc comprend 13 quartiers. Il est très grand, 18 km sur 14 globalement. Et c'est un des plus grands villages du Béarn, après Monin et Larens. Il touche 11 communes. Et la population a beaucoup évolué et est en baisse constante depuis le XVIIe siècle. Actuellement, il y a 924 habitants. À l'arrivée des religieux barnabites, on évaluait la population à 2600 habitants. Puis les recensements ont donné des chiffres plus précis. À la Révolution, il y avait 2400 habitants globalement. En 1806, 2600 habitants, ça a été la population la plus haute, je pense. Juste avant la guerre de 14, il y avait 1800 habitants. Et après la guerre, il y en avait 1500. En 1975, il n'y avait plus que 1021 et aujourd'hui, il y en a 924. Bon, cette baisse est due à différents facteurs. Enfin, au XIXe siècle, on a eu de très nombreux Lucquois qui sont partis vers les Amériques, et en particulier vers l'Argentine. Ça a fait baisser énormément la population. Et puis la guerre de 14, il y a eu 102 morts à Luc. Vous n'en compterez que 89 sur le monument mort, mais originaire de Luc, il y en avait 102. Et disons, actuellement, on avait fait des recherches là-dessus. Et puis, au cours des millénaires, notre village se créa et se développa progressivement. Le tout début, bien sûr, on n'a aucun document. Toutefois, en regardant un peu le paysage, on s'aperçoit qu'à Luc, il y a des turons, ce qu'on appelle des turons, des sortes de cumulus, où les bergers venaient s'y abriter et restaient parfois quelque temps là. Et à côté, à la limite de l'Aille, Eugène et Luc, il y a un très grand cumulus que l'on appelle le Turun deus morus, le Turon des morts. Et ma mère est née pratiquement en dessous, elle disait le camp de César. Le camp de César. En fait, ce tumulus plutôt, n'a jamais été exploré. Puis les bergers préhistoriques finirent par devenir sédentaires. Et il se pouvait qu'un des quartiers de Luc, qui jouxte justement ce cumulus de l'Aille, Eugène et Luc, il s'appelle Luc Vieille, le vieux Luc. Peut-être est-ce à l'origine de Luc, on n'en sait rien, on n'a pas de document historique, on peut imaginer, c'est pas interdit. Et puis par la suite, nos ancêtres lucquois se seraient donc
progressivement installés en haut de lui, sur les hauteurs. Et puis au cours des siècles, on peut parler de siècles, ils auraient créé des petites communautés d'élevage et d'agriculture, quoi, tout au long du village, qui avaient donné peut-être naissance aux 12 quartiers de Lucques, peut-être. De toute façon, à Lucques, il y a 12 quartiers, avec chacun leur nom, mais on ne sait pas qui leur a donné ce nom. Peut-être les moines qui s'occupaient, eux, de la gestion de Lucques, mais ça peut être même bien antérieur. Et puis plus tard, il y a eu donc les bourges, les habitants du bourg, qui se sont installés progressivement en bas, parce qu'avant on s'installait plutôt en haut des collines pour ne pas être attaqué, pour surveiller. Et puis à la fin, il y a eu tout un bourg qui s'est créé et qui travaillait le long de l'eau, le cuir, la laine, le bois, le fer, et après le commerce s'est développé vers l'Aragon principalement. Et puis ensuite, les Romains ont envahi notre région, et dans ces mêmes temps, il est possible, je dis toujours très possible, on n'a aucun document, qu'ils se soient installés dans une villa en bord du Layou, un peu en hauteur, ça ne manque pas à Lucques, et vers l'an 300, peut-être, un descendant de ces Romains est attiré par le christianisme, qui se développe depuis quelque temps dans l'Empire romain. Et un jour, il franchit le pas, il se convertit, et prévoyant, il pense à sa sépulture. Il envoie en Espagne, dans la région de Tarragone, un émissaire pour commander un tombeau en marbre blanc. C'est le sarcophage que nous voyons à Lucques actuellement, qui sert d'autel, et qui représente des personnages qui évoquent l'histoire de la foi dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et comme absolument aucun signalement n'est marqué dans les archives, on peut donc tenter une explication plus ou moins plausible de la présence de ce trésor évalué par les historiens à la fin du IIIe siècle. En 476, l'Empire romain se fissure et disparaît. Les Visigoths, ariens et hérétiques se répandent en Aquitaine et en Béarn. Ils lancent de nombreuses incursions vers l'Espagne. Et d'après une tradition, maintenant ce n'est plus de l'invention, une tradition, c'est une tradition, mais elles évoquent certains documents qui sont conservés aux archives de Pau, et on aurait tort, je pense, de mépriser ces archives. Un officier de Childebert, fils de Clovis, serait passé par Lucques vers 542. Il revenait d'Aragon et aurait rapporté des reliques de Saint Vincent diacre qui avait été martyrisé en 304 à Saragosse. Et l'origine de la première communauté chrétienne dans notre village pourrait remonter à cette période. Bien que, aussi, il y a eu d'autres lieux de culte à Lucques, en particulier à Saint-Michel. Il y avait une église, l'église de Saint-Michel, qui avait été restaurée en 1397, donc elle était bien antérieure. Et également, il y avait une autre chapelle à Lucques-Vieille, non loin de chez Pétreigne, là-bas en haut, et c'était la chapelle Saint-Antoine. Et autour, bon, il a été découvert un mini, cimetière. On a trouvé des corps humains, il devait y avoir une petite communauté, mais c'est tout ce qu'on sait. D'autres habitants se rassemblèrent à l'écart sur le bord du Layou, du Carré-Grotte, là-bas, jusqu'aux limites de Préchac, et le long du Layou, quoi. Ils étaient repoussés par la communauté naissante.
on suspectait ces gens étranges de transmettre la lèpre. On les appela d'abord lus Christians. Ils étaient soumis à de multiples interdictions et au recensement de Gaston Phébus en 1385, le village où ils habitaient était dénommé Loup Chrétien. Donc toutes les maisons, parce que partout ailleurs à Lucques, les maisons avaient un nom, sauf le quartier des Cagots, qu'on appellera à partir du XVIIe siècle environ, Cagots. En dépit de ces exclusions, les gens reconnaissaient chez la plupart des Cagots un art exemplaire dans la pratique des métiers du bois. Un des seuls métiers, paraît-il, et pourquoi on n'en sait rien, qui ne transmettait pas la lèpre. Et à Lucques, au Moyen-Âge, le chef de la cagoterie, qui était une des plus grandes cagoteries du Béarn, c'est-à-dire le lieu où se rassemblaient tous les cagots, vivait un certain Peyroulette Christian à la maison Lacu, qui existe toujours au bas de Lucques, et Gaston Phébus lui confia la construction du château de Montané. C'était un grand, en fait, un grand maçon, et ensuite il lui confia aussi la construction de plusieurs églises, en particulier celle d'Eugène. Excusez-moi, Montaner ou Montaner? Montaner? Oui, Montaner. Ah oui, ok. Oui, Montaner, oui, Montaner. Pareil, c'est qu'il disait Montaner. La vie de Lucques, du coup, se modifia considérablement avec l'installation des moines bénédictins en 970, vers 970. Ils créèrent une abbaye qui s'appela Saint-Vicens Seubono, Saint-Vincent de la Bonne Forêt. Voilà. Si les moines mirent cette nouvelle abbaye sous la protection de Saint-Vincent, cela induit que probablement ce saint devait être connu et vénéré depuis de très longues années à Lucques. Et on pourrait aussi supposer la présence antérieure d'une autre abbaye ou de notre lieu de culte où l'on vénérait Saint-Vincent. Mais faute de documents historiques, on peut laisser vagabonder notre imagination. Les moines bénédictins installés à Lucques ont laissé le premier document historique qu'on appelle le cartulaire de Lucques, qui a été écrit vers l'an 1000 par ces moines et qui raconte l'histoire de Lucques globalement de la fin du Xe siècle, quand ils sont arrivés, jusqu'au XIIe siècle. C'était des parchemins écrits en latin et présentés sous forme de notices non datées. Le document initial n'existe plus, mais toutefois il se trouve que, heureusement, avant sa disparition, une copie en avait été faite, dûment certifiée, le 12 décembre 1624, par Jacques Candomec, qui était notaire apostolique. Et elle est conservée toujours à la Bibliothèque nationale de Paris, et vous pouvez aussi la consulter sur Internet, si vous connaissez le latin. Alors, on a parfois tendance à retenir de cette abbaye bénédictine Saint-Vincent de Lucques que son importante richesse et son fonctionnement surprenant. Les moines géraient eux-mêmes leurs propres biens, en dépit du vœu de pauvreté. Et bien sûr, il y a aussi quelques faits croustillants et des attitudes licencieuses de certains moines. Mais ne retenir que ça, ça ne vaut pas le coup. Toutefois, il faut ne pas oublier que ces moines bénédictins, présents à Lucques pendant 600 ans, furent les administrateurs de notre village, et que cette abbaye était très connue en Béarn
et même jusqu'à Rome. On a en effet souligné le rôle, on n'a pas assez souligné le rôle de négociateur et de pacificateur des abbés de Lucques. Et certains moines, qui au cours de siècles furent de véritables diplomates, ainsi en 1287, le roi d'Angleterre lui-même est venu à l'abbaye de Lucques. Et il vint solliciter l'abbé de Lucques pour servir d'intermédiaire entre le roi d'Aragon et lui-même. Il revint en 1288 et 1289. En 1518, il y a un certain Bernard Lorda, abbé de Lucques aussi, assuma la charge d'ambassadeur du jeune roi de Navarre, et d'autres abbés sont mentionnés pour leur rôle de négociateur. À noter aussi à Lucques quelques abbés célèbres, dont 2 cardinaux, et également Jean d'Ols. Jean d'Ols, quant à lui, qui était abbé commendataire de Lucques, c'est-à-dire qu'il recevait les bénéfices sans vivre dans l'abbaye. Il était évêque de Bayonne et il maria le 3 juin 1660 Louis XIV à Saint-Jean-de-Luz. Les moines furent chassés de notre village en 1569 par la reine Jeanne, qui transforma le Béarn en pays protestant calviniste, et l'église fut transformée en temple. Une quarantaine d'années plus tard, des religieux barnabites venant d'Italie s'installèrent à Lucques en 1608 sous la responsabilité de Fortuné Zacharie Colomb, qui avait une origine lucquoise. Pour ceux qui connaissent Lucques, du manoir de Colomb. Son oncle Guillaume Colomb était le secrétaire du roi Henri de Béarn en 1558. Et Fortuné Zacharie de Colomb et sa congrégation reçurent du roi Henri IV tous les bénéfices de l'abbaye qu'ils utilisèrent non pas pour reconstruire l'abbaye comme c'était prévu au départ, mais pour créer des écoles. C'est pas plus mal aussi, mais enfin, c'est différent. Et ils créèrent en particulier la grande école de l'Escar, qui est devenue par la suite l'école normale. Ce sont les barnabites de Lucques qui l'ont créée. Ils montrèrent beaucoup de zèle pour convertir les Lucquois et les Béarnais, et en particulier, ils dénonçaient les sorcières qui s'opposaient à leur action. Les barnabites et même béarnais considéraient Lucques comme la tuto de las bruchos, la première des sorcières. Cette croyance aux sorcières existait à Lucques depuis de très longues années, et plusieurs procès organisés par les moines et les jurats de Lucques se sont déroulés au XVe siècle. Dans les temps où les barnabites arrivèrent dans notre village, un étrange événement eut lieu à Lucques. Il s'agit des aboyeurs de Lucques. Voici ce qu'en disaient les barnabites. Il existe dans ces parages une maladie inconnue des médecins et incompréhensible à ceux d'aujourd'hui, que l'on appelle aboiement, ou maladie de l'ERA. En fait, ça vient du verbe laira, ceux qui sont aboyés en vallée d'Aspe. Voilà. Ces manifestations révélaient une sorte d'épilepsie. Celui qui en était atteint aboyait comme un chien. Cette maladie était plus fréquente, nous disent les moines, chez les femmes que chez les hommes. Je lis, hein. Et les patients n'entraient pas dans les églises. S'ils y entraient, on les voyait frémir, crier et troubler la cérémonie au moment de l'élévation de l'hostie. Le seul remède occasionné par les sorcières, pour les sorcières ou pour ces aboyeurs,
c'est de porter ce qu'on appelait un collier béni par le pape, pardon, mais enfin, en faisant mes recherches à Pau, j'ai trouvé un livre d'un abbé barnabite, qui était barnabite lui-même, et qui parle 100 ans après de cet événement-là. Et il nous dit que, bien qu'il y avait certainement des gens qui souffraient de cette maladie d'épilepsie, mais que globalement, c'était une invention plus ou moins des moines pour convertir plus rapidement des gens, les faire revenir du protestantisme au catholicisme. Alors, c'est Mirassou. Vous pouvez le trouver, le livre, à Pau, aux archives de Pau. Et quelques années après le départ de Bénédictin en 1569, on avait évoqué la question de l'édification d'un temple à Lucques. Il fut édifié en 1612. Donc désormais, les protestants avaient un temple pour célébrer leur culte et les catholiques purent retrouver leur église 40 ans après. Ce temple fut édifié avec l'accord des jurats protestants et catholiques de Lucques qui cédèrent réciproquement à créer donc ce temple à Lucques, qui est situé juste, il n'en reste que quelques murs en face de la fontaine, sur la place principale. Puis le recensement de Gaston Phébus en 1385 signale 245 maisons à Lucques, donc un village assez grand à l'époque, et il signale aussi la présence d'un hôpital à Lucques, l'Hospital de Lucques, qui était destiné à l'accueil des pèlerins de Saint-Jacques, qui s'en allaient aller ensuite vers Préchac et l'hôpital Saint-Blaise. Cet hôpital était situé en contrebas de la salle de sport, ici. Il était situé ici, en fait. Alors, sous les Bernabites, certains jurats le prirent en charge, puis les jurats pendant les guerres de religion. Après la Révolution, c'est la paroisse qui s'occupait de cet hôpital, et la commune l'a pris à sa charge après comme hospice, non plus pour les pèlerins qui ne passaient plus, mais pour les mendiants et les personnes en fin de vie. Et il existait encore dans les années 1960 en Isle de Ruines, et je me souviens très bien de cet hôpital ici. Alors, depuis toujours, les Béarnais s'expatriaient volontiers vers l'Espagne. L'Aragon, le royaume de Murcie, le sud de l'Espagne, jusqu'au XVIIIe siècle globalement. Puis, quelques Béarnais s'aventurèrent vers les Amériques, comme on disait, Amérique du Nord ou du Sud. Ceux de Lucques, c'était plutôt vers le sud, vers l'Argentine. Et il y en avait en particulier, si vous connaissez un peu les Lanus de Préchac. Il y avait de Lucques également, il y en avait les Placés de Lucques, et il y en avait également d'Augène. Ils firent appel, donc ils avaient d'immenses terres qu'ils prirent avec eux, mais ils n'avaient personne pour travailler, d'autant plus qu'ils avaient tué tous les Indiens, ou pratiquement. Donc ils firent appel aux cadets et cadettes béarnais pour venir dans la région principalement de Buenos Aires. Alors, à la demande de l'association Mémoire du Valais du Béarn, que vous avez peut-être connu, qui est ici maintenant, j'ai effectué pendant 2 années des recherches à Nantes, j'habitais à côté, aux archives du ministère des Affaires étrangères, et j'ai noté sur ces archives 10 000 personnes. Je notais
le village d'origine, le nom des parents, la date de naissance, le bateau qu'ils prenaient, également le métier qu'ils exerçaient en Argentine. Et on m'a dit que je pouvais multiplier par 4, parce qu'il y en a beaucoup qui ne s'inscrivaient pas, parce qu'ils ne voulaient pas faire la guerre ou le service. Les femmes, de toute façon, n'étaient jamais notées. Alors, l'âge venant, pour ne pas perdre toutes ces recherches, j'ai donné ça à une association de généalogie qui s'appelle l'AME. A-M-E, vous connaissez peut-être. Alors j'étais personnellement très concerné puisque une quinzaine de membres de ma famille, de Luc et d'Eugène, ont émigré pour l'Argentine. Et je suis parvenu à les retrouver, certains il n'y a pas très longtemps, ça fait un an à peine, et à correspondre régulièrement avec eux. Certains de ces émigrés lucquois reviennent parfois à Luc maintenant. Et alors, ils vont à la mairie, qui me les envoie pour que je les conduise, comme je connais toutes les maisons de Luc pratiquement. Et je vais leur montrer la maison d'origine de leurs grands-parents, arrière-grands-parents ou plus. Et parfois, la maison existe toujours, parfois c'est un tas de pierres. Mais ils sont contents du moment qu'ils ont vu leur origine lucquoise. Oui, nous pouvons rendre hommage à tous ces courageux lucquois, partis pour la plupart pour s'arracher à la misère, et qui sont partis pour créer un autre pays, l'Argentine, et d'autres pays tout autour d'ailleurs. Alors, je détiens une liste nominative, pas complète, mais presque, de tous ces lucquois émigrés. Et quelques informations, juste pour terminer les concernant. Alors, à Carthagène, en Espagne, était installé Pierre Joanicotte. Il s'appelait Pierre Joanicotte Bues de Luc, qui était associé à un Irlandais. Et vers 1770, il est noté, il était à la tête de la maison de commerce Joanicotte McDonald. En Argentine, à Buenos Aires, les Béarnais avaient le monopole de la vente du lait. En effet, quand ils arrivaient en Argentine, on leur donnait quelques hectares de terre, il y en avait suffisamment, et ils élevaient des vaches qu'ils vendaient dans la ville. Il y a un des descendants des Lacupuyú de Luc avait créé d'ailleurs une importante usine à Buenos Aires, qui existe toujours, paraît-il, et ce Lacupuyú avait été ensuite ministre de l'Agriculture. Il y a quelques décès, Pierre Saint-Miqueux de Luc, il était chef de gare à Tandil, puis il devint représentant consulaire à Tandil, en Argentine, en 1916. Et en Californie, à San Francisco, les Béarnais, les Basques et quelques autres avaient le monopole des blanchisseries jusqu'en 1915, époque où ce sont les Chinois qui les remplacèrent. Et Jean Lassalle de Luc, qui était installé en Louisiane, il a participé en 1862 aux côtés des soldats sudistes à la guerre de sécession des États-Unis. Et il faut dire, il était dans la première compagnie, qu'il y avait 9 compagnies de Béarnais qui luttaient avec les sudistes à l'époque, dans la guerre de sécession. J'ai noté tous les chefs de compagnie. Alors pour terminer, je vous signale que j'ai remis 20 dossiers à la mairie de Luc et à la bibliothèque de Luc pour que cette mémoire de Luc ne s'éteigne pas. Ces documents sont à consulter sur place. Ils ne sont pas emportés à la maison parce qu'ils disparaissent très rapidement. Donc ils sont à consulter sur place en espérant que
cette mémoire de Luc reste toujours et que la mémoire de tous les chercheurs, je suis pas le seul, on est plusieurs, persiste quelque temps encore. Après, on verra. Merci beaucoup à Michel. Maxime, tu peux t'avancer. Maxime, si tu veux venir, il y a de la place devant. Il y avait une question. Oui. Pourquoi tu ne nous as pas parlé de la tour? Je crois que c'était un peu volontaire, Michel, tu n'as pas parlé trop de la tour, parce que je crois que ça va être évoqué cet après-midi dans le son et lumière qu'on va voir à l'église après le repas. Parce que le document que vous allez écouter à l'église en parle abondamment, il parle de tout le séjour des bénédictins à Luc. Donc c'est volontaire. Donc il semblerait que ce n'est pas la rampe de lancement de la tour. Donc je vais vous dire un petit mot. Moi je l'ai écrit comme ça, j'ai l'impression que c'est pas moi qui l'ai écrit parce que ce que je vais vous dire est un peu caustique. Donc quand on le lit, ça peut être quelqu'un d'autre qui l'a écrit, j'en sais rien. Donc ce que Michel vient de nous exposer avec brio, c'est la partie historique et patrimoniale de notre village Tantémé. Village qui pour nous est le centre du monde et qui le sera pour vous dès ce soir. Donc ce qui vous a été présenté par Michel, c'est le bon et beau côté des choses. Mais il faut savoir que comme partout à Luc, il y a toujours eu des gens bizarres. Il vous en a évoqué quelques-uns. Donc il vous parlait de ce phénomène étrange et inexplicable qui se produisait dans notre village, cette maladie inconnue des médecins d'autrefois et incompréhensible à ceux d'aujourd'hui, qui s'appelait donc la maladie de l'aboiement. Donc des aboyeurs mystérieux troublaient les offices religieux et la tranquillité du village. Vous trouverez tout cela dans cet excellent livre qu'a écrit, je ne fais pas de la pub, mais qu'a écrit Michel, il en a écrit plusieurs, et celui-là est vraiment très très intéressant, des origines à la Révolution française. Je crois qu'il en a encore quelques exemplaires, si voilà, vous pouvez le contacter, Michel. Et voilà, il y a toute notre histoire qui est là-dedans. Donc il y avait ces aboyeurs là. Donc il y avait aussi, il vous a expliqué les brooches, nombreuses, surtout dans les bois de Cassière et de Vernet. Elles fabriquaient des poisons, elles empoisonnaient le bétail, elles enlevaient les enfants de berceau, elles les mettaient par terre, etc., etc. Sans parler donc des cagots, qui étaient des parias qui étaient exclus, qui ne travaillaient que le bois et qui ne pouvaient boire à aucune des fontaines, sauf à celles qui leur étaient réservées. Je vous disais, donc, il y a toujours eu des gens bizarres à lui. Et voilà que depuis 5 ou 6 ans, des nouveaux sont arrivés chez nous avec des idées tout aussi étranges. C'est pour ça, c'est pas moi qui ai écrit tout ça. Les uns, c'était des jeunes venus du côté de Monin qui avaient acheté une maison ici près de la fontaine et qui voulaient faire un bar associatif. Comme si on n'y avait pas pensé avant. Moi, ça fait 35 ans que je suis au foyer rural et des réunions pour faire des bars associatifs, on en a fait. Et cause toujours, tu m'intéresses. Hein. Voilà, ça n'a mené à rien. Alors eux, qui venaient de Monin, avec leurs idées, bon ben voilà. Ça marche. Non, c'est pas bon, on verra. Donc, d'autres ont acheté une ferme, la Borde des Paillassats, là-bas en haut. Alors eux, ils veulent construire chez eux des vélos cargo. Quesaco, des vélos cargo. Donc c'est des vélos électriques qui peuvent porter des charges, mais pour ceux-là, il y avait la brouette, le Renault Trafic ou le C15, suivant le cas. D'autres encore ont fait l'acquisition de la ferme Oricette pour élever, attendez, qu'est-ce qu'ils élèvent? Écoutez-moi bien, des alpagas du Pérou, des chèvres du Cachemire, pourquoi pas, c'est peut-être pas le moment mais pour aller les chercher, mais pourquoi pas des poules à crinière de Russie aussi. Voilà, c'est plus dur pour aller. Alors un autre, le petit Charlouni, où il est petit Charlouni? Il est là, le petit Charlouni. Lui, tout aussi bizarre, il avait une très bonne situation à Paris. C'est un charmant garçon au demeurant, vous pouvez voir, mais voilà. Mais il a aussi eu des idées saugrenues de revenir reprendre un peu pour succéder à son père, ce qu'avait créé son père,
Alors il veut faire à Luc des salles de réception, il veut faire le traiteur, tout ça à Luc, mais on n'est qu'à Luc, quoi. Il rêve, ces jeunes. Et c'est là que je me suis rappelé la phrase d'un jeune collègue de travail à qui j'essayais d'expliquer par A plus B qu'avant c'était mieux, et qui m'a répondu avec l'aplomb des jeunes, « Daniel, vous allez finir vieux con. » Alors vieux, j'espérais. Donc, à partir de là, j'ai pensé peut-être qu'il faudrait regarder tous ces projets avec un œil d'aujourd'hui, peut-être aussi faire confiance, et pourquoi pas, dans notre possible, les aider. C'est en partie ce que je vous propose aujourd'hui. Donc, je vous propose qu'on les accueille, chaque porteur de projet, pour qu'ils vous présentent leurs idées, leurs réalisations, et ensuite, vous pourrez leur poser des questions. Voilà, donc on va passer un petit peu aux 4 cas qu'on veut étudier aujourd'hui. Donc la souche qui est le bar associatif, les vélos cargo avec Laure et Adrien. Ensuite il y a la ferme Baraquette, comme je disais avec Maxime, qui nous fera, t'as intérêt à assurer parce que je vais dire un bon repas à midi. C'est déjà fait. D'accord. Et donc la souche avec Insa. Et la ferme Pachuca, voilà, je vais y arriver, avec Charlotte et Christian. Donc c'est eux qui ont acheté la maison en Vicette. Donc je pense qu'on peut commencer avec toi, Insa, peut-être. Est-ce que vous entendez si on parle sans micro? Oui. Il y a un micro, donc voilà, pour présenter, bon, tu peux te lever, t'es pas hein. Voilà. INSA, c'est ce que je dirais, c'est le pilier un petit peu de la souche. La souche, elle bouge, donc il faut quelqu'un de stable pour la tenir un petit peu. Et voilà, INSA est salarié de la souche, elle nous expliquera un petit peu. Et la souche, donc c'est le bar associatif qu'on a vu au village dans lequel on va manger. Donc je disais que vous étiez un peu des hurluberlus d'acheter une maison à Luc déjà, de vous implanter, de vouloir créer un bar associatif. Comment est venue cette idée? Alors, les deux premiers dont tu parlais qui ont acheté une maison à Luc, qui arrivent de Monin, donc c'est Damien qui est le président de l'asso et Olivier qui était avec lui à l'origine sur le projet. Ils ont acheté la maison qui était une ancienne boulangerie. Voilà, c'est l'ancienne boulangerie Bézino, juste après La Fontaine. C'était une maison qui était un peu en deux parties avec une cour intérieure et une galerie qui est reliée. Donc chacun, je pense, a acheté sa partie. Voilà. La maison est coupée en deux, ils ont chacun acheté une partie. Et très vite, en face de chez eux, une autre maison a été à vendre et à rénover. Donc ils nous ont appelés en nous disant est-ce que vous voulez pas vous lancer dans l'aventure? On y est allé. Et en fait, on s'est retrouvés tous voisins à finalement ne pas connaître trop les habitants de Luc de Béarn, parce qu'on n'avait pas d'enfants, donc à l'école on ne croise pas les parents, pas de boulangerie pour croiser, enfin voilà. Et l'idée du café associatif, en fait l'idée d'un lieu était à la base, dès le début elle existait, mais le café associatif c'est venu en fait en discutant sur le fait que c'était quand même plus simple. On a pris le bas de la maison de Olivier. Et on s'est dit, bah, on va installer une machine à café et de quoi servir des bières, et puis on va acheter du vin, et on va voir si ça plaît. On a fait aussi le dépôt de pain avec la boulangerie de Monin, qui a permis finalement aux gens de venir petit à petit. Et on a fait des concerts tous les dimanches pendant le marché de Luc. Et donc ça s'est fait en juin 2022. Ouais, et en fait tout de suite ça a fonctionné, plein de gens sont venus et nous on s'est vite rendu compte, on était tous bénévoles, on se relayait pour tenir le lieu tous les jours de la semaine sauf le lundi, c'est le seul jour où c'est fermé. Et en fait on s'est dit ça va finir par s'essouffler si on ne peut pas avoir quelqu'un en gestion, parce que c'était mine de rien pas mal de boulot en gestion de stock, et puis le ménage, tous les week-ends il fallait la contenir, etc. On était 6 ou 7 à la base à se relayer pour tous les week-ends, tous les créneaux. Moi j'ai démissionné de mon boulot à peu près à ce moment-là, donc là j'ai eu le temps, j'ai fait des petites formations de ça, mais j'ai eu plus de temps. Et en fait on s'est dit il faut faire une demande de subvention pour créer un poste salarié
pour que ce projet-là puisse continuer. Ce qu'on a fait, on a monté un dossier et on a obtenu une subvention du Fonds social européen qui a été accordée, ça faisait même pas un an que le projet a été créé, et ça nous a permis de faire mon poste finalement en avril 2023. C'est un CDI en 24 heures semaine, et de là en fait ça a été vraiment génial parce que tout s'est enchaîné. Donc moi en termes de gestion ça a facilité les choses et c'est devenu plus un plaisir pour les bénévoles d'être là sans avoir trop de choses à gérer. Et très vite on est devenu locataire de l'ancien resto de Luc, c'était la taverne de l'Ange Oliver qui a été fermée là depuis 2-3 ans. Et le fait d'être devenu locataire de ce lieu fait que le lieu était beaucoup plus grand et c'était neutre, c'était plus chez les uns et les autres. Et en fait, aujourd'hui, il y a à peu près 30 bénévoles du village qui sont là toute la semaine. C'est du mardi au dimanche, toute la journée. Et finalement, moi qui suis salariée, j'ai plus besoin de tenir le café du tout. Ou alors de temps en temps en tant que bénévole sur les événements. Mais même ceux du bureau, finalement, n'ont plus forcément besoin d'être là parce que tout le monde travaille à côté et tout ça. Et en fait, avec juste les gens du village, ça fonctionne. Il y a 30 personnes voilà, qui assurent les permanences. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la souche, par exemple, ils organisent. Il y a le marché qui se fait maintenant. Le marché s'est implanté depuis 2-3 ans sous les Halles ou autour des Halles. Et la souche, ou en partenariat avec la CCLO, pratiquement un dimanche sur deux où il y a un concert qui se fait à midi. Et je disais il n'y a pas longtemps, un jour on a eu 2 personnes qui sont venues, une dame qui dansait du flamenco, lui qui jouait la guitare, et ils avaient installé des tables dehors et on a compté 100 personnes qui étaient assises dehors à écouter le flamenco qui consommaient au bar. Donc c'est quand même quelque chose qui marche très très bien. Donc je reviens sur mes idées que je vous avais dit tout à l'heure qu'il faut avoir un national. Et c'était vrai que pour nous, voilà, qui sommes là depuis très longtemps, c'est un grand plaisir de les aider. Ce que je voudrais aussi dire d'INSA, c'est qu'elle a créé par trimestre un dépliant sur lequel il y a toutes les activités du village, que ce soit des activités chez les privés, de toutes les associations. On a un foyer rural qui a 12 à 13 activités et tous les concerts qui se font se retrouvent dans cette plaquette qui est très 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 bien faite, chronologiquement évidemment, mais avec des photos de chaque activité. Et ça c'est le rôle d'INSA et elle le fait magnifiquement bien. Donc moi tous les jours je leur dis un grand merci parce que je dis souvent quand on passait au village, les Vachard on est 4, on était un peu comme ça parce qu'il n'y avait rien et on n'avait pas trop envie de voir ce village. Et dès qu'on a vu des tables dehors avec des gens assis, et bien ça change un village. La physionomie d'un village c'est quand même... Donc moi je leur dis merci tous les jours et un grand bravo. Nous, ce qui nous a frappé, c'est qu'en fait, justement, on est arrivé dans un village où on ne connaît pas. Ça aurait pu ne pas fonctionner du tout. Et en fait, à Luc, on a découvert aussi qu'il y avait un nombre d'associations. C'est énorme la vie qu'il y a associative dans ce village avant que nous on arrive. Et en fait, comme tout le monde est emballé et tout le monde fait équipe assez facilement, en fait. Enfin, nous, on hallucine encore de ce truc dans un village comme celui-là, quand on a déjà organisé des événements à Monin et tout ça, et finalement, là, je trouve qu'à Luc, il y a quelque chose de très particulier quand même. Après, il faudrait que aussi tous ces jeunes-là, ils ont un esprit, un très très bon esprit. Voilà, moi j'ai adhéré dès le début et vraiment, voilà, on est ensemble, on a l'impression qu'on est là depuis 3 générations ensemble. C'est pas des nouveaux arrivants, c'est des gens qui ont rapporté la vie. Il y a toujours des gens bizarres. Oui, mais on en fait partie. C'est à un moment donné. Entre gens bizarres, on se comprend. Il y a des pecs, quoi, c'est du spec. Juste savoir, si c'est pas trop discret, ton parcours professionnel avant de prendre cette décision de t'occuper de la souche.
Oui, alors moi ça n'a rien à voir, j'avais fait une licence en sciences du langage et après un master pour être prof des écoles. D'accord. Et en fait au moment où on a acheté à Luc, moi j'avais encore rien à voir, j'étais partie, je travaillais dans les Alpes sur l'hiver en magasin, etc. Et le Covid nous a ramenés dans le coin et là on s'est posé la question de bon qu'est-ce qu'on fait et en fait on s'est dit en revenant ici avec le Covid on s'est dit waouh mais en fait c'est trop beau chez nous, on est vraiment bien ici et voilà et en fait ça a été un peu comme ça voilà et le fait de rénover la maison ça nous a lancé et après moi à ce moment-là pour la maison j'étais en CDI chez Cultura en librairie et voilà et Valois il était charpentier et voilà on s'est dit Il l'est toujours. non, il vient de faire une rupture conventionnelle. Mais voilà. Ah, c'est vrai que c'est jeune qui bouge, mais Tana, peut-être qu'il a fait sa rupture conventionnelle, il bâtit sa maison. Oui, parce que nous, on a bien... Ces jeunes, ils savent tout faire, c'est ça qui fatigue un peu. Ils prennent des perceuses, ils montent des murs, ils font en roquette, demain il y a une salle de verre, et voilà. C'est cela, bon. Est-ce qu'il dit cela, oui. Mais c'est vrai qu'on aurait pu penser, moi, je dis souvent, il y a les bobos qui arrivent avec des idées bobos. Là, c'est vraiment des gens qui se sont bien adaptés au village de Luc, qui ont su s'intégrer et nous intégrer aussi. Et on travaille en équipe, enfin ceux qui le veulent, là, mais c'est vraiment que du bonheur, quoi. Et puis on n'était pas fichus, il y a beaucoup d'associations déjà qui existent, comment elles étaient faites. Mais chacun, voilà, après il y avait le foyer rural qui avait 15 activités qui marchent très très bien. Mais après, c'était un peu chacun qui faisait un petit peu dans son coin. Et ça, c'est un fédérateur. C'est ne serait-ce que la plaquette, où INSA téléphone à tout le monde, se renseigne, va chercher. Eh bien, on se retrouve, on fait des réunions à la souche, on se retrouve à plusieurs. Moi, je suis jeune vieux, président des vieux maintenant. Dès qu'on a une réunion, on la fait à la souche. C'est évident. Les vieux simples, pas fort. Non, pas les vieux corps, c'est des vieux simples. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce magnifique projet de la souche? C'est pour ça qu'il doit y avoir pas mal de retraités qui ont du temps aussi pour venir un petit peu à la souche. Et combien d'heures il passe chaque personne à peu près en bénévolat pour... Alors, la semaine, on est ouvert de 9h à 12h30 tous les matins. Et ensuite, on ouvre le vendredi soir aussi à partir de 18h jusqu'à ce qu'il y ait plus de gens. Et le dimanche, toute la journée. Et donc le dimanche, ça mobilise en général 4 ou 5 personnes tous les dimanches. Et après la semaine, voilà, ça tourne tous les matins. Il y a un petit calendrier de bénévoles. Oui, on a un planning où chacun s'inscrit quand il veut. Est-ce que ça a attiré des jeunes du village, votre projet? Oui, par exemple, Laure est déjà, elle fait partie aussi des... Les jeunes adhèrent à ce... Oui. Oui, après... Après, les jeunes, ça dépend quel âge. Si on parle des trentenaires, si on parle des plus jeunes. Oui, non, on est plus sur les trentenaires. Ouais. Je parle des vrais jeunes. Voilà, alors, pour l'instant, ils sont en études. Après, nous, par exemple, c'est pour les fêtes de Luc, que c'est le comité des fêtes qui... On est en partenariat avec le comité des fêtes. Donc, par exemple, l'année dernière, on leur a laissé la souche, comme ça, ils avaient accès aux cuisines, etc. Donc, on fait des partenariats sur des choses ponctuelles. Après, eux, ils sont quand même plus en train de faire leurs études à droite, à gauche. Mais par contre, après, il y a aussi les jeunes encore plus jeunes, parce qu'avec le baby-foot, pendant les vacances et tout ça, là, il y a des parents qui nous ont dit que c'était super parce que leurs enfants ont de nouveau l'autorisation de je vais à la souche retrouver les copains et jouer au baby-foot et tout ça. C'est ça. Ils ont nous, on espère les recruter plus tard. Oui, tout à fait. Voilà. Vous avez inspiré d'autres communes, ce projet doit intéresser d'autres... Et on fait quand même des partenariats avec d'autres... Enfin, il y a des assos, il y a une association qui est à Monin aussi qui vient des fois faire des ateliers à la souche. Et après, oui... Ouais, après, il y a quelques ateliers qui se font aussi, des personnes qui viennent faire du tissage. Oui. Il y a une coiffeuse qui vient un jour par semaine. Oui, voilà, de nombreuses expositions. Et après, voilà, 1 à 2 fois par mois, il y a un repas aussi qui se fait souvent avec Maxime, qui propose des choses un peu particulières, des menus un peu exotiques, voilà. Et là, ça marche très très bien.
Thierry Gourou, vous êtes salarié de... Moi, je suis salarié, ouais. C'est bien, c'est bien. Oui. Alors, c'est périn, ça, ou c'est... Eh ben voilà, il y a du suspense dans ce salariat. Mais en fait, l'activité du café, elle permet finalement de payer les charges, les stocks qui se renouvellent. Et de là, par exemple, on a fait des demandes de subventions qui sont arrivées tard. Oui. Mais donc ça va, on a réussi à passer l'été. Là, elles tombent bien les subventions parce que justement pour finir l'année, ça commence à être un peu juste. Oui. Et là, on voulait, en termes d'investissement, on a une tireuse qu'il faut réparer. Donc là, elle vient cet après-midi. Et après, il y a des choses qui dépendent toujours de ces subventions. Et moi, mon salarié ne pourrait pas exister si on n'avait pas des subventions pour... C'est le gouvernement, la mairie aussi qui nous... Ouais, la mairie, le gouvernement. Cette année, c'est les deux. Mais on avait eu vraiment cette grosse subvention du Fonds social européen, c'était 20 000 €, versés en 2 fois. Après, pour ça, il a fallu que moi je fasse une formation en comptabilité aussi pour tenir une comptabilité. Ça implique des choses. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, si toutes les personnes qui tenaient le café n'étaient pas bénévoles, qu'il fallait les rémunérer, ça n'existerait pas. Est-ce que vous avez des projets sur 2 ans, 3 ans oui ou non? Nous on le fait, on a le culot de le faire même si on n'est pas sûr. Ouais, voilà. On se projette et puis on se dit voilà, on fera en sorte que ça marche. Après, ce qui est super bien, c'est qu'avec les partenariats qu'on fait justement à droite à gauche, il y a des événements assez régulièrement finalement avec les périodes de creux. Moi j'attends le mois de novembre un peu avec impatience parce que ça va être le seul moment de l'année où il n'y a pas de gros événements. Parce qu'il y a d'autres assos qui se sont créés, il y a un festival médiéval qui a été créé. Les subventions de l'or, on peut les toucher régulièrement? Non, là c'était une fois. Une fois, après on sait pas. Et voilà, et après en fonction des appels à projets, tout ça. Et oui, c'est aléatoire. Il faut le faire vivre, tout ça. Après, voilà, il ne faut pas se faire d'illusions non plus. Les 5 jours de la semaine où c'est ouvert le matin, moi j'ai été faire des permanences même les samedis matins, on fait 6 cafés quoi. Après, ça marche très très bien le vendredi soir, et surtout le dimanche. Heureusement qu'il y a le dimanche. Et le dimanche, ça marche du feu de Dieu, parce que le jour où j'ai été faire un peu la formation avec INSA, elle nous montre le stock des bouteilles de la Roudé, de blanc sec, de blanc doux et tout ça. Je lui dis, mais tout ça, t'as comme stock? Elle me dit, mais ce week-end, c'est parti. Oh. Oui, donc le week-end, ça marche très très bien. Mais après, les jours de semaine, bon, on est qu'à Luc, il n'y a pas des bureaux, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas... Vous avez la foi. Ça veut dire qu'il se vend plus de vin blanc que le café. Et la bière. Et la bière. On passe, c'est 20 fûts de 30 litres qui passent tous les mois. Il n'y a pas que les sorciers, mais les alcools aussi. C'est ça. Il faut réparer la tireuse de 6 litres de bière par mois. Ouais, on commande, il y a 20 Et les bouteilles, c'est les qui se placent au verre ou c'est les gens qui emportent c'est pas les ventes de l'épicerie quoi? Non, l'épicerie, non, c'est vraiment le... On n'a pas dit ça d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a une petite épicerie où on vend les produits locaux justement de la vigne baraquée, une grippe qui fait des tisanes, etc., le miel, le vin. Le vin de... Et des conserves de Nézat. Ouais, et avec la DAPI, tout le rôle de l'animatrice est primordial. S'il y a l'animatrice qui fédère et qui... oui, ça c'est sensationnel, ça court pas les rues partout. Quoi. Donc on peut la féliciter très 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 fort. Qui plus est, elle est charmante, accessible. C'est le top du top. C'est le top du top. Ah, mais c'est vrai que sur ce coup-là, on ne peut pas. Et je le répète, on passait au village, on baissait la tête et maintenant. On a confiance à l'avenir, on a confiance. Oui. Oui, parce qu'en fait, on a un schéma. En fait, là, sur l'année, il y a quand même des choses qui sont en train de s'instaurer, qui font que bon, l'été, il y a des concerts tous les dimanches et donc ça tourne et l'activité, elle est au max. Et finalement, en octobre, il y a la nuit de la Bouche qui arrive. Ça va être un peu un rendez-vous qu'on va donner, qui va être là chaque année avec l'association des médiévales. Et donc, c'est un rendez-vous aussi qui fait que, ok, en octobre, on sait qu'il va y avoir un événement qui marche. Novembre, on reste un peu tranquille. Et après décembre, il y a le marché de Noël qui est organisé par l'association du marché. Janvier, c'est les fêtes de Luc. Février, c'est un peu calme. Mars, il y a la Saint-Patrick et voilà. Et après, en fait, le printemps est là et ça repart. Comment les formations de métier cause, les relations avec les associations nationales? Comment?
Comme une école. Oui, j'avais oublié. Il y a des relations avec l'éducation nationale, avec le... Non, mais ils parlent entre eux. Non, par contre, nous, cette année, ce qu'on fait, on a fait des expositions, il y a des artistes. Tous les mois, il y a un artiste qui vient exposer dans le groupe. Et là, pour cette année, on avait envie de prendre contact avec l'école de Lyon pour leur proposer s'ils voulaient faire un projet, etc. Et puis juste prendre, voilà. Et ça, oui, par contre, ce serait bon. Il y a les touristes ici. Comment? L'été, il y a les touristes aussi qui sont quand même, ouais. Je crois qu'on va un peu passer. Il y a beaucoup de questions. Voilà, je vais passer la parole à Maxime Lurdanjuy. Je vous ai dit que c'était le Parisien qui est revenu à la campagne. Mais je vais vous Non, c'est pas les chèvres, c'est celui qui fait à manger. Alors, ne posez pas trop de questions pertinentes. Aucun poil de chèvre dans le plat. Voilà, je te laisse présenter. Alors, donc, bon, pour certains d'entre vous, vous me connaissez. Du coup, je suis le fils de Claude Isabelle, donc l'infirmière et l'ex-agriculteur, un des ex-agriculteurs du village. Donc, nous, on avait à la base une entreprise de volaillerie, c'est-à-dire qu'on élevait canards gras, poulets, pintades, oies de Guinée, lapins, pigeons, etc. Donc, ça, c'est le background familial. C'est de là qu'on est parti. Ma mère et mon père m'ont toujours dit. Fuis. C'est pas une vie facile. Donc du coup, j'ai fait des études. Je suis parti à Bordeaux, j'ai fait une école de commerce. Après, je suis parti vivre à Londres où j'ai travaillé. Et après, je suis revenu sur Paris pour travailler encore. Mais le Covid, lui aussi, m'a déterminé à rentrer dans la région. Et quelle ne fut pas ma surprise de redécouvrir que en fait, la vie est d'une douceur inégalée ici. Donc pendant 6 mois, j'ai aidé mon père à restructurer la société, à faire face à la grippe aviaire qui commençait à nous tenailler. Et en fait, je travaillais plus que 35 heures largement avec lui. Et quand on a eu l'occasion, en fait, on a décidé de s'associer tous les deux. Donc en arrêtant la partie élevage, qui était pas ma tasse de thé, hein, j'ai les mains lisses de quelqu'un qui tape à l'ordinateur. Et en fait, j'ai fait mes formations en cuisine, en traiteur, en conserverie. Et je suis tombé amoureux du métier. Du coup, aujourd'hui, on est volailler par la vente de volailles de qualité qu'on fait, traiteur et charcutier. Donc c'est un moment de partage familial avant tout, hein, puisque moi c'est une affaire de famille. Et ça a été une révélation, hein, j'ai envie de vous dire. Même ça fait très longtemps que j'adore cuisiner, mais là de le faire professionnellement, avec des produits de qualité, en travaillant avec des produits locaux, ça a été une vraie renaissance, parce que je ne vous cache pas que je commençais à devenir gris à force de travailler à Paris et à Londres. Et finalement, aujourd'hui, je ne pouvais pas espérer mieux comme situation. Et pour ce qui est de Luc de Béarn, j'ai été accueilli, bon, certes ma famille est ici depuis plusieurs générations, hein, mais j'ai été accueilli sur ce nouveau métier que j'instaurais sur la partie traiteur, mais de manière fantastique. Les habitants de Luc me font travailler quasi au moins une fois par semaine, minimum. La semaine prochaine, enfin cette fin de semaine, je fais le mariage d'un Lucois, la famille Obermann. La semaine d'avant, on a fait un événement à la Souche où je faisais des hamburgers de canard le dimanche midi. Une fois par mois, on fait un restaurant avec une thématique particulière, que ça soit libanais, mexicain, bistrot français, en fait sur réservation, et à chaque fois c'est plein. De Lucois, des fois de gens d'ailleurs, mais il y a une vraie émulsion qui se passe à Luc de Béarn, et c'est dû à la Souche, aux personnes qui s'installent, qui ont des projets forts, et je pense qu'on arrivera à faire quelque chose de chouette de ce village à l'avenir. Et d'ailleurs, faites passer le mot. Je fais trop bien. Non, mère, je vais déjà m'occuper de mon cas, c'est déjà pas mal de boulot. Et d'autres viendront, j'en suis sûr. En tout cas, ça me fait plaisir de vous voir tous ici. Et on se retrouvera tout à l'heure au restaurant, où vous dégusterez un hachois de veau, quelques charcuteries, un peu de fromage et un tiramisu. Si vous avez des questions, je suis ravi d'y répondre.
Je précise quand même, je m'emballe. Mais depuis que je suis revenu, j'en ai pas beaucoup parlé à ma sœur aussi, du fait que c'était bien, qu'on faisait des trucs chouettes, etc. Et du coup, elle est venue se réinstaller également avec moi, donc on va s'associer aussi avec ma sœur. Enfin, alors on est en train de finir les papiers, mais on s'associe avec ma sœur, donc on sera 3 dans la société, mon père, ma sœur et moi. Alors, sur la partie vente, on a une boutique sur place, mais c'est perdu dans les coteaux. En revanche, on fait les marchés 3 à 4 fois par semaine. Donc on fait le marché de Jurançon le vendredi matin, le marché de Monin le vendredi soir, le marché d'Hydron le samedi matin et le marché de Luc-de-Berne le dimanche matin. J'avais fait une pause pendant l'été, mais on va revenir tous les dimanches à partir de ce week-end d'ailleurs. Jean Casby. Alors, je suis lucois d'origine. J'étais à l'école avec Ozimo. Vous êtes installé chez Ozimo. Alors non, moi c'est Baraquet, c'est tout en bas. Andrimous dit Baraquet. Andrimous, oui. Ozimo, Andrimous. Oui, mes grands-parents, Robert et Jacqueline. Robert, j'étais à l'école avec Robert. Qu'est-ce qu'ils font eux? J'aimerais vous dire qu'ils profitent de leur retraite et qu'ils ne font rien, mais ça serait mentir. Mon grand-père s'est découvert une passion pour le rotophile et la tondeuse. Après, il passe beaucoup de temps à faire de la belote, il s'intéresse à ce qu'on fait, mais dans la mesure du possible, ils sont quand même beaucoup moins intégrés que ce qu'ils l'ont été, parce que bon, c'est... Qu'est-ce que vous faites de l'exploitation? Il y avait une exploitation. Ah oui, en fait, toutes les terres agricoles ont été prêtées au cousin de ma mère, Philippe Jouan. Oui. Voilà, et donc il fait maïs et il élève ses vaches sur nos terres. Voilà. Oui, il y a les lapins. Donc toujours dans du vélo, il y a quelques années, vous avez dit bizarre, il y avait une ferme chez vous, là, côté de Luc, il y avait un panneau, attention, chien bizarre, il n'y a pas que les nanas. Non mais ça c'est quand on ne veut pas que les gens aillent même ramasser les secs. Ah bon? Mais attention taureau, attention propriétaire. Attention, chien bizarre. Chien bizarre. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Max? Bravo. Moi j'étais dans l'informatique. Je vendais des logiciels informatiques principalement à l'Union Européenne et des grandes entreprises. Pour la petite histoire, j'ai aidé à mettre en place pour Frontex, donc c'est l'agence européenne qui gère les frontières européennes, un logiciel de reconnaissance faciale et digitale pour les nouveaux entrées en Europe. C'était pas un projet fantastique. L'immigration. Bon, en tout cas, j'ai été grassement payé pour le faire. Mais c'était pas un travail avec beaucoup de sens. Voilà. Donc, les belles, c'est pas de préféré non plus. Enfin, ça dépend lesquelles. Merci Maxime. Je vais vous laisser, moi je vais aller mettre la table et préparer, finir de préparer le repas. À tout à l'heure. Bonne présentation. Donc on va continuer le troisième projet. Dans le troisième projet que je vous ai dit, c'est ce qui remplace les C15, les brouettes et les chronographies. C'est les vélos cargo ici. Donc Adrien et Laure sont à l'initiative, c'est des ingénieurs, anciens ingénieurs aéronautiques et qui ont décidé... Ah ouais, ça vole, oui, parce qu'après ils n'ont pas tout dit, mais leur vélo ils mettent des hélices aussi. Et donc ils vont nous présenter le projet des vélos cargo. Ouais. Bah, après c'est une façade, hein. On ne fait pas vraiment des vélos, on fait un élevage d'enfants. L'avenir. Non. Pour parler plus sérieusement, parlons du Covid aussi, qui nous a un peu fait pas tant la maladie, plus les mesures associées à... Et
Et du coup, on venait d'emménager, ça faisait 1 mois, à Luc de Béarn. On n'a même pas eu le temps d'avoir le pot d'accueil et de bienvenue, que déjà il fallait qu'on reste à la maison. Et donc, du métier dans l'aéronautique et comment dire, de toutes ces contraintes et ces avantages, puisqu'on a pu avoir aussi on a pu avoir la maîtrise de tout un tas de logiciels et de, comment dire, je me perds un peu. On va parler on a pu aussi se dire on peut faire autre chose que des avions et des hélicoptères, on peut faire des escaliers, on peut faire des vélos, et donc on s'est lancé dans ce projet. Pourquoi Luc? C'est juste qu'on a eu cette jolie maison qu'on a achetée avec une grange qui était attenante, et du coup on a pu installer l'atelier dans la grange qui est attenante. Enfin, pourquoi Luc? On habitait à Pau. On habitait à Pau, et moi je suis originaire de Jasse. D'accord. Et toi, tu aimes bien faire du vélo en vallée d'Aspe, donc on était toujours entre la vallée d'Aspe, Pau et Jasse, et on aimait bien cette zone, donc on s'est dit qu'on allait chercher autour de Monin. Voilà. Ah oui. Et l'occasion s'est présentée que c'est cette maison à vendre juste avant le Covid. C'est certainement le destin. Voilà. Et donc, du coup, on a, en effet, ça a tout à coïncidé, on a trouvé ce village dynamique. Et puis en plus, on a eu un petit peu des incitations aussi, hein. On a eu une aide de la part de la région au moment de la création de l'entreprise. Actuellement, on est soutenu par une agence qu'on appelle l'Agence des Pyrénées, qui est chargée de développement économique sur la chaîne des Pyrénées et qui nous finance un consultant en communication pour nous aider un peu sur les aspects justement de vente et de marketing, parce que vous avez peut-être compris, moi je suis technicien, Laure est ingénieur. On est à fond sur les sujets techniques, donc on a réussi à développer ce vélo qui, au final, ça se voit peut-être pas, mais c'est quand même un produit très technique. On a des choix de composants qui sont très importants, dans le sens où, vu qu'on est sur un modèle artisanal, il faut qu'on ait quelque chose de fiable, parce qu'on ne peut pas avoir de la maintenance à faire toujours sur ce vélo. Et en plus, on est sur petite difficulté supplémentaire, on a essayé de faire un projet local, quoi. Donc, vous le savez peut-être, le marché du vélo est mondialisé. Aujourd'hui, quand on parle de vélo made in France, la plupart du temps, c'est juste de l'assemblage. Donc, l'assembleur français coûte très cher, ça prend 3 heures d'assembler un vélo. Et du coup, même si le cadre va prendre, je sais pas, 1 semaine à fabriquer, vu que c'est fait en Asie, ça représente que dalle sur le prix de revient du vélo. Et donc on se retrouve avec beaucoup de vélos made in France qui sont en fait juste un assemblage. Pour moi, ça faisait pas sens. Et donc j'ai voulu embarquer un peu tout le monde, tous ceux avec qui je travaillais avant, tous ceux à qui le projet parle. Et donc j'ai voulu fabriquer même le cadre en France, enfin en France, donc dans l'atelier. Je sais pas si ça se voit. On le voit peut-être là, c'est tout ce qui est rouge en fait, c'est tous les tubes, donc on part de tubes qui font 6 mètres de long. On fait du cintrage, on fait du grugeage, donc c'est l'usinage qui est au bout du tube, on fait de la soudure, et la peinture est faite en externe, pardon. À Pau. Et après on fait l'assemblage final. Et donc du coup, on discute avec tous nos clients de cette démarche-là, et on n'a même pas besoin de demander en fait une certification Origine France garantie ou même un Made in France, parce que à partir du moment où le client potentiel vient visiter l'atelier, il comprend que tout est fait ici. Ça nous permet d'être flexible aussi, de faire vraiment du sur-mesure, et du coup, ça plaît. Pour l'instant, on a 4 commandes, on débute l'aventure. Ça a mis beaucoup de temps aussi à développer. J'ai créé l'entreprise il y a 2 ans. Le principal besoin pour créer l'entreprise, c'était d'avoir des interlocuteurs professionnels. Parce qu'en tant que particulier, on ne me répondait pas. Et donc voilà, donc on a 4 commandes pour l'instant. On en a livré 15 seuls, mais c'est très bien. Il a déjà fait 500 bornes. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je suis porteur de projet, je suis celui qui parle tout le temps, même si je ne parle pas très bien.
Je suis toujours aidé par ma compagne, parce que un projet comme ça tout seul ne peut pas se faire non plus, c'est bien trop complexe. Et oui, si vous voulez venir visiter l'atelier, on est chemin des Crêtes, donc à 5 minutes à vélo. Votre vélo est électrique, j'ai vu qu'il y avait une plaque solaire. Quelle est sa possibilité alors, c'était un peu, comment dire, une obligation de mettre une motorisation un peu atypique parce que je suis artisan, donc je ne pouvais pas avoir les moteurs qu'il y a sur tous les autres vélos. C'est des volumes qui sont colossaux. Il faut savoir que, par exemple, si je veux commander un frein sur mesure, il faut que j'en commande 700. Ça représente une sortie de trésorerie de 35 000 €. C'est un exemple. Les fournisseurs européens ne jouent pas du tout le jeu. Et donc il faut trouver des petites astuces. Donc on est parti sur une motorisation dans la roue. Et du coup c'est une aubaine parce qu'on a un produit qui est fiable puisqu'il y a très peu de composants dans ce moteur. Il est très simple. On peut avoir un freinage régénératif, donc en descente, on récupère l'énergie comme sur une voiture en fait. On n'utilise pas les plaquettes de frein. Et autre aubaine, mais du coup oui, on peut utiliser un panneau solaire pour recharger la batterie. Donc on a en quelque sorte un vélo autonome, dans la mesure où sur une journée ensoleillée, en plein été, on peut faire 40 km juste avec... Juste à le panneau. Le panneau, Parce que le vélo, on l'a équipé d'une batterie et on a équipé d'une batterie beaucoup plus grosse que ce qui se fait sur les autres vélos. On s'est dit que si on mettait la batterie d'un vélo électrique classique, étant donné qu'on le charge beaucoup, puisque c'est fait pour emporter 100 kg de chargement, on n'allait pas aller très loin. Donc du coup, vu qu'on le concevait nous-mêmes, on s'est dit on va prendre la place qu'il faut pour mettre une très grosse batterie. Donc avec un vélo comme ça, vous pouvez faire 200 km, même en étant chargé. Quelle puissance la batterie? La capacité de la batterie, elle fait 1300 Wh. Voilà. Donc en général, on a 600 Wh sur un vélo électrique, ceux qui en ont peut-être. 400, 600. Là, on a mis 1300 et on peut mettre 1700 aussi. On a le logement, on peut commander une batterie plus grande, donc 1700. Ça, on peut remettre en perspective aussi par rapport à des gens qui ont des voitures électriques. On parle du coup, la batterie elle fait 1300, donc ça fait 1,3 kWh. Et une voiture électrique, une Zoé par exemple, c'est 50 kWh. Et si on parle d'une Tesla, ce sera 100 kWh. Donc une batterie, même si elle permet de faire 200 bornes sur un vélo, sur une autre voiture, elle a 100 équivalents. Elle est entre 50 et 100 fois moins grosse qu'une voiture électrique. Mais néanmoins, je ne connais pas l'autonomie de ces voitures électriques. Là, nous, on peut faire 200 km. Ce qui montre bien qu'en fait, quand on est sur un vélo avec une telle batterie, ce qu'on déplace, c'est soi-même et ce qu'on a besoin de porter. Alors que sur une voiture, qu'on soit dedans ou qu'on ne soit pas dedans, ça va consommer pareil, parce que ce qu'on déplace, c'est la masse de la voiture, qui est énorme par rapport à la technologie électrique. Mais il pèse combien dans ce vélo? Il pèse 50 kg à peu près. Une cinquantaine de kilos. Avec la batterie. Avec la batterie qui fait... La batterie fait 6 kg de batterie, 6 kg de moteur, donc on est sur 12 kg sur batterie plus moteur. Et en tout, le vélo, il fait 50 kg. Voilà. Tu parlais de brouette et c'est pareil, c'est rigolo, mais le parallèle est un peu facile. On peut quand même emporter 100 kg dans un vélo comme ça. Le cadre, je lui ai fait passer des essais pour être sûr qu'il tient la contrainte. Et du coup, 100 kg, ça fait quand même 4 sacs de ciment. Non, 3 sacs juste. 35. Donc on est à peu près sur le poids qu'on peut emporter avec une brouette. Avec un diable. Vous avez reçu un certificat, votre modèle a été agréé par les mines, par la part, je crois pas. Non, non, non. Justement, ce qu'on appelle les mines, maintenant, ça s'appelle... Ça a un autre nom. Avant de mettre sur le marché, vous devez avoir l'agrémentation. Alors c'est assez complexe. Il y a un flou. Pareil, je suis artisan, donc j'en ferai 10 ou 20 par an. Tout le monde s'en moque. Aujourd'hui, en fait, en tant qu'un artisan cadreur, il y a une exception juridique parce que normalement, un artisan cadreur peut faire du sur-mesure. Bonjour, je suis petit, je veux un vélo petit, etc. Donc il va faire des cadres sur commande, sur mesure. Donc s'il devait, l'artisan, faire 2 fois le cadre pour en envoyer un en essai, ça lui coûte, enfin, le modèle n'est pas soutenable. Ça coûte 3 000 € de faire
Juste passer des essais. Et après, vous avez l'autorisation de le mettre sur le marché. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Mais alors, du coup, nous, on a fait le choix. Alors, les artisans ne sont pas obligés de faire ces essais-là. Néanmoins, nous nous sommes dit que, vu que nous sommes sur un vélo qui emporte des charges, qui emporte des enfants, on n'avait pas envie d'avoir de pépins par la suite. Donc on s'est dit, on va décider de faire toujours le même cadre. Après, on mettra les accessoires qu'on veut, les sièges, les porte-bagages, et on va faire la même structure interne. Et alors on va le faire en amont, on va effectivement en faire un cadre pour rien, qu'on va envoyer à Paris sur des bancs d'essai. Donc là, c'est... Vous appelez les mines aujourd'hui, ça s'appelle UTAC. Qui font des essais voilà, d'homologation et de tenue mécanique. Voilà. Et donc, on a fait passer des essais. Maintenant, ce qu'on appelle homologation, c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut homologuer selon une norme. Et aujourd'hui, un vélo cargo n'est pas un vélo classique. Et les vélos cargo, c'est nouveau sur le marché. Et on a des normes allemandes. On a des normes sur les vélos électriques, mais on n'a pas de normes sur les vélos cargo et pas de normes françaises. Donc il y a un projet de normes. Donc les Européens se sont mis autour de la table et ils ont créé un projet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'est pas officiel. Il a été mis en relecture et il doit encore être corrigé et validé. Donc il y a aujourd'hui une norme qui sortira peut-être l'année prochaine, peut-être dans 2 ans, sur la tenue mécanique des cadres des vélos cargo. Nous, on a acheté le projet, on a pris les valeurs et on a contacté ce laboratoire à Paris et ils ont dit qu'eux aussi ils avaient ces valeurs-là et qu'ils étaient capables, avec leurs moyens, de faire ces essais selon le projet. Donc on a dit c'est qu'un projet, mais normalement, vu notre expérience aussi dans l'aéronautique, on a manié des normes, on sait que le projet diffèrera peu de la norme finale. On a dit on va le faire, c'est maintenant qu'on va commercialiser, donc on va quand même faire selon le projet. Donc aujourd'hui, notre vélo, il tient les essais d'un projet de normes européen. Voilà, pour être vraiment... Quels sont vos clients aujourd'hui? Alors, c'est pour ça aussi que je parlais du marché mondialisé, parce qu'en fait, un vélo électrique, déjà, ça peut paraître cher, un vélo cargo électrique, c'est encore plus cher. Donc il faut que le client, si c'est un particulier, donc on a 2 particuliers et 2 entreprises qui sont plutôt des PME, donc entre 1 et 10 salariés. Et du coup, il faut que le client soit un peu averti de la concurrence, quoi, de pourquoi ça coûte cher de fabriquer un cadre en France. Et s'il est... Elle enlève toutes les fleurs. Les vacances. C'est à qui là? C'est voilà. Ça peut les fumer même. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que je m'appuie sur des entreprises locales. Certaines sont à fond sur le projet, quoi. Elles ont conscience que je dépends d'eux, mais autant elles peuvent aussi dépendre de moi. L'avantage aussi, puisque je suis artisan, je peux faire de la personnalisation. Il y a une entreprise qui aura son flocage personnalisé sur la caisse. C'est pour faire de la livraison, c'est pour faire quoi? Pour faire du transport de pièces, c'est pour faire, par exemple, si vous êtes architecte et vous allez sur des chantiers, vous avez des fois juste un calepin ou un ordinateur pour prendre des notes. Si vous êtes, je sais pas moi, kiné, vous avez juste une table de massage et vous pouvez aller travailler chez les gens. Et en fait, ça va remplacer une voiture dans la majorité. Mais la question, c'est qui tes clients? Pour faire quoi maintenant? Oui, c'est ça, c'est... Alors, on a l'entreprise CSTI à Oloron. C'est une petite chaudronnerie qui est sous-traitant de l'INT majoritairement et aussi des centrales hydroélectriques. Donc en fait, lui, il prend le vélo parce que la plupart du temps, que ce soit pour aller justement prendre un rendez-vous 100 pièces à vide, il prend la voiture alors que c'est à Oloron qu'il est à même pas 2 km et qu'il pourrait prendre le vélo. Donc il y a pour ça, et même pour les livraisons de pièces, parce qu'en fait des fois les petites pièces qu'on va avoir besoin de livrer chez Lint ou comme ça, c'est des pièces qui tiennent dans une caisse. Donc en fait on va encore prendre un fourgon utilitaire pour livrer 2 cajots. Le facteur, il doit aller sur le... Oui, mais le facteur c'est un marché, ça s'appelle La Poste et ils ont passé des gros accords pour de la grande livraison. Ouais, alors c'est ça. Soit on a des triporteurs qui se pilotent un peu comme un quad. Moi je suis cycliste et mes clients aussi recherchent cette sensation de pilotage du vélo. Donc je suis sur un biporteur, donc 2 roues seulement. Et on peut le pencher dans les virages. On reste sur un vélo. C'est la différence entre le quad et la moto. Voilà. Après, ce sont les mêmes usages, à peu près les mêmes tranches de prix. Ouais. Et puis, alors il y avait aussi un effet d'aubaine avec
le Covid, on a aussi eu les zones à faible émission, ZFE. Bon, pour l'instant, c'est un peu mis en stand-by. Mais ça aurait pu être aussi un peu un déclencheur pour plein d'artisans qui voulaient se déplacer en centre-ville, qui ne pouvaient plus avec un camion. Pour vous donner un ordre d'idée, un vélo comme le mien, je le vends dans les 10 000 €. Un véhicule utilitaire électrique, c'est plutôt 40 000 €. Ah oui, oui. Donc c'est pareil pour une entreprise, le choix est vite fait. Quand on parlait du client professionnel qui a 3 camions pour les gros chantiers, après il a juste un petit véhicule utilitaire, mais au final il va s'en séparer parce qu'il n'en aura plus besoin, quoi. Et après je voulais juste vous faire un petit aparté sur l'énergie par rapport à ce dont on parlait sur la capacité de la batterie. Est-ce que vous savez combien d'énergie est contenue dans un litre d'essence? L'énergie? Ouais, l'énergie d'équivalent électrique en kilowattheure. Non, le jour, tu peux faire avec un kilowatt. T'as un chiffre. Du coup, c'est 10 kWh. Donc 10. 1 litre, 10. C'est-à-dire qu'avec une batterie comme celle du vélo, on peut avoir 10 centilitres d'essence. Sur une batterie de voiture électrique qui fait 100 kWh, du coup, ça représente juste 10 litres d'essence. Et donc, vous voyez à peu près le prix à la pompe du litre. Et est-ce que vous savez combien coûte 10 kWh d'électricité? Donc en fait, il faut bien avoir en tête qu'une énergie qui est transportable comme le pétrole, comme le gasoil ou l'essence, le kérosène, cette énergie-là, elle est transportable, on peut l'amener n'importe où. Elle est quand même plus chère que l'énergie qu'on a à la maison au secteur. C'est pour vous dire aussi, pour remettre en perspective. Non, si, c'est pour avoir 10 kWh d'électricité, ça coûte 12,50 €. Pour avoir 10 kWh en essence, ça coûte 1,80 €. Oui, voilà. Donc l'essence, aujourd'hui, l'essence qui est une énergie transportable, donc mieux, elle coûte moins cher. Elle coûte moins cher. Hein. Voilà. L'énergie transportable coûte moins cher. Donc il faut aussi collectivement qu'on se rende compte que c'est pas viable et c'est même pas logique. Et que demain, si on n'a plus les subventions ou comment dire, l'absence de taxes en fait pour tous ces carburants, que du coup ça va nous coûter très très cher. Vous l'avez fait breveter votre système, il est breveté alors? Non, il n'y a pas de brevet, ça fait depuis... Pour protéger, non? Ça fait depuis 20 ans que dans les Pays-Bas, au Danemark, ils ont ce genre de vélo, depuis 150 ans que on appelait ça des vélos de boucher avant. Vous n'êtes pas protégé alors en concurrent de... Non, mais j'ai aussi copié, je vais me faire copier, il n'y a pas de... Vraiment, je ne suis pas le seul. On n'en voit pas ici, mais... il y a d'autres concurrents. En Allemagne, le marché du vélo de fonction, c'est-à-dire que les entreprises donnent des vélos aux salariés. En Allemagne, le marché du vélo de fonction est 50 fois plus important qu'en France. Il faut aussi vous donner une idée de ce qui se passe ailleurs qu'en France et ailleurs que dans le sud-ouest. Mais un coût équivalent, la équivalence de produits, est-ce qu'on peut passer par rapport à la concurrence européenne, par exemple? Moi, je suis la fabrication de ce vélo, tu dis que tu le vends 10 000 €, combien eux le vendent, par exemple? 1 000 € de moins. Alors qu'il est fabriqué à Taïwan. Et des fois, il est livré. La différence est énorme non plus. Non, non. Du coup, les clients qui me l'achètent en sont conscients. Encore une fois, il faut bien voir que, vu que c'est mondialisé, on va payer du transport, on va payer des intermédiaires, on va payer beaucoup de publicité. Mais c'est comme pour l'automobile en fait. Hein. Aujourd'hui, l'industrie qui dépense le plus en publicité, c'est l'industrie automobile. On est vendu un, et après j'ai eu des retours d'expérience parce que j'ai prêté mes prototypes. Non. En fait, on a un premier prototype qui a 15 000 km. C'est pas mal. Voilà. C'est pas de souci majeur. Non. Et après, on a 2 autres prototypes, dont un avec le vélo rouge, là, qui est l'un des plus récents. Donc lui, il est tout neuf, il a 500 km. On en a un autre en rouge qu'on met souvent en photo, lui, il a 5000 km. C'est pareil, en fait, on est rassuré parce que sur ces kilométrages-là, on n'a pas de soucis majeurs. Et ça, on parle des vélos avant aussi la certification et avant la commercialisation. Puisque on s'est...
vraiment, j'ai peu de retours, mais aussi je voulais m'assurer que le produit fonctionne. Oui. Parce que, en effet, si on le vend à des familles, j'ai pas envie qu'ils cassent. Oui. Donc vraiment, on a pris notre temps pour bien faire le produit. Et la recharge se fait sur secteur. Comme un chargeur de portable. Vous avez la prise qui va dans le vélo et la prise qui va dans le mur. D'accord. C'est bien, bravo. Donc ils vont manger avec nous et vous pourrez continuer les discussions si vous voulez après. Oui, 8 et techniciens supérieurs dans l'aéronautique. C'est lui qui a eu l'idée. Non, c'est lui qui a eu l'idée. Moi j'en avais marre de toute façon de l'aéronautique. Je savais pas quoi faire, mais j'en avais marre parce que c'était pas un métier épanouissant. Comme disait Max, être dans un bureau, ça n'a pas beaucoup de sens. Et donc on avait tout le temps envie d'être dehors, d'être ici, dans la campagne, et d'avoir un métier, en fait, de mettre son énergie et tout son temps dans la semaine au service d'une cause. En fait, aujourd'hui, lui, il travaillait aussi sur des avions militaires. On travaillait sur des avions. Pour moi, il y en a assez des avions. On a assez et on continue encore à en mettre. Donc aujourd'hui, on n'a pas envie de mettre notre temps et notre énergie. Puis après, on dit à nos enfants qu'on a contribué à ça alors qu'ils ont déjà assez. C'est nul. Alors qu'on avait envie quand même d'être un petit peu fiers aussi de comment on occupe notre temps, quoi. Voilà, on va passer à et ça, c'est apparemment, il faut travailler les enfants à la chaîne. C'est des petites pièces, alors, des petites mains. Voilà, merci à Laure et à Adrien. C'était notre troisième faux projet sur eux. Donc le quatrième, donc il n'y a pas d'ordre, mais écoute, on met un quatrième projet, c'est la ferme, tu me rediras comment, qui élève donc des alpagas sur la ferme Morissette qu'ils ont acheté, ils venaient de Dordogne, je pense, ils vont nous retracer un petit peu. Monsieur est quelque peu anglais. Oh là 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 là. On le soigne au sur un son. Donc ils élèvent, voilà, ils vont nous présenter leur projet, ils élèvent des alpagas et des chèvres du Cachemire et non pas des poules à crinière de Russie. Bientôt. Bientôt. Les œufs sont très bonnes. Donc bonjour, merci d'être venu. On n'a pas trop l'habitude de parler en public parce qu'on reste un peu enfermé dans notre ferme. On est content. Aujourd'hui on sort. Parce qu'il y a quand même un petit ours qui sort très peu. Donc voilà. Là on sort. On nous a demandé de vous expliquer ce qu'on avait fait. Notre parcours, Christian donc, est britannique, enfin moitié britannique, moitié autrichien. Le mélange, je vous dis pas ce que ça donne, mais enfin... C'est top. Ouais, donc il arrive de Londres, il est en France depuis 20 ans, il était caméraman en Angleterre, il en a eu ras-le-bol à un moment donné, entre 25 et 28 ans. Il est arrivé en France, en Dordogne, avec toute sa famille. Ils ont commencé à acheter des maisons, rénover des maisons, et il s'est mis au top de la maçonnerie, donc il peut tout faire maintenant. Pendant ce temps-là, moi j'étais en région parisienne avec mes parents, on a décidé de déménager en Dordogne, on a ouvert une agence immobilière en Dordogne, et puis du coup dans le village des Anglais en Dordogne où j'ai pu rencontrer un petit animal, voilà. Donc, Christian a toujours des idées farfelues. Donc, notre jardin étant grand, il avait voulu avoir des animaux pour entretenir le jardin. Et moi, j'aurais pensé aux brebis, aux chèvres. Et puis, il a pensé à des alpagas. Donc, on ne savait pas du tout ce que c'était. Moi, je ne savais pas du tout ce que c'était. On a été en acheter. On a eu 2 femelles. Après, on a acheté 2 mâles. Et puis on a fait des petits, puis voilà. Donc on s'est pris au jeu, on s'est dit c'est sympathique. C'était pour le plaisir. Ouais, au début pour le plaisir, uniquement. Et puis la vie en Dordogne, après 18 ans passés en Dordogne, c'était sympa, mais on avait envie de voir autre chose. Christian en avait marre depuis un moment, parce qu'en Dordogne, il y a quand même une grosse communauté britannique. Donc pour moi c'était super, au niveau du travail c'était super, une culture différente. Christian n'était pas venu en France pour vivre avec des Britanniques. Donc au bout de ça faisait déjà 10 ans. Mais je dis, je suis sauvage.
Donc depuis 10 ans, il voulait déménager, il adore la montagne, donc il fallait aller dans les Pyrénées. Moi, ayant mon commerce, j'avais pas forcément envie de partir. Et puis je sais pas, c'est venu comme ça un jour, il y a peut-être 4 ans, 5 ans. Ah, c'était avant le Covid, nous. Un jour, on s'est dit, allez hop, on vend tout, on va élever nos alpagas dans les Pyrénées. C'est sorti comme ça. Donc on a vendu notre maison, il a fallu qu'on fasse pas mal de choses, vendre la maison. Comment dire, moi j'ai conservé mon agence immobilière, donc il a fallu quand même mettre les choses en place aussi. Et puis une fois la maison vendue, on a cherché dans toute la chaîne des Pyrénées. On ne savait pas trop où on voulait aller, on voulait dans toute la chaîne des Pyrénées. Christian voulait rester près de Pau, mais je lui avais dit on n'y arrivera jamais, on ne trouvera rien. Les gens ne vendent pas beaucoup de fermes, parce qu'ils les gardent, on n'y arrivera pas. Donc Charlotte, elle a, moi, je cherchais de l'autre côté. Sauf ici. Moi, en secret, j'ai cherché Et puis il est tombé sur une annonce un matin à 7h, on est venu donc, visiter et découvrir Luc de Berne et cette ferme. Et donc on a dit oui en 1 heure de temps. Donc on s'est installé à Luc de Berne en mai 2022. Je sais pas. On est encore en 24, mai 2022. Mai 2022. On est arrivé à Luc. C'était ce qu'on voulait. On voulait vraiment une ferme pour y installer nos animaux, développer notre élevage d'alpagas, changer de vie. Concrètement, changer de vie, arrêter l'immobilier. Bon, la maçonnerie, non, parce que j'en ai toujours un peu besoin, évidemment. La ferme est à rénover. Mais on s'est tout de suite projeté dans cette ferme, parce que notre projet, alors c'est pas seulement les animaux et la laine. Parce qu'on ne peut pas vivre juste avec la laine, c'est impossible. Voilà. Donc quand on a vu cette ferme, notre projet c'était donc de s'y installer avec nos animaux, donc les alpagas sont là. Christian a voulu agrémenter la laine d'alpaga avec une autre laine, en tout cas, donc les chèvres cachemire. Donc là on a acheté un élevage il y a 2 ans, les alpagas on les a depuis 10 ans. Là, on les a depuis 2 ans, celle-ci. Après, il y a toujours des nouvelles idées, les canards indiens, les canards, il y a toujours des idées. Tout à l'heure, le coup du chien avec de la laine, attention, tu vois, ça me donc, du coup, l'élevage d'animaux pour la transformation de la laine. On a aussi 2 gîtes sur la propriété, donc on habite dans le temps de rénover la maison. Après, on va rénover les 2 gîtes. On a aussi une yourte qu'on a déjà depuis 7-8 ans. Donc notre yourte, on l'installera dans le parc des alpagas, où les gens pourront passer une nuit et se lever le matin avec les alpagas à la porte. Donc vraiment passer une nuit insolite. On a aussi des ruches. Donc on s'est dit, nous, une ferme pour vivre, il faut arriver à se diversifier. On ne va pas vendre juste de la laine, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc on se diversifie, puis on aime ça. Parce qu'un seul projet, je pense qu'on s'en fait réellement. Donc on a des ruches, on a planté un verger aussi il y a 2 ans. Qu'est-ce qu'on a d'autre On a un hectare de vigne. Un hectare de vigne, on apprend, hein, parce qu'on est débutant dans l'agriculture. Donc vigne, on va apprendre pendant 2 ans et après on va le faire nous-mêmes. Voilà, c'est pas grand, il n'y a qu'un hectare, donc ça nous suffit. Il y aura tout ce qui va avec. Qu'est-ce qu'on a aussi, ah oui, on a prévu aussi d'avoir un emplacement sur la ferme pour ce qui est camping-car ou van aménagé. C'est aussi la nouvelle tendance, les gens partent un peu comme ça. Et voilà, passer une nuit ou 2 nuits, peu importe, à la ferme d'alpaga, ils ont la possibilité de visiter l'élevage, d'en profiter le matin, de donner à manger. Donc on a ce projet vaste, voilà, réellement. Petit à petit, ça prend forme, mais c'est long. On ne pensait pas que ça soit sûr, mais c'est long parce qu'on est arrivé, c'était une ferme de céréales, uniquement. Donc il y avait des bâtiments, mais il n'y avait rien du tout pour les animaux. Donc on s'est dit, oh ça va être vite fait, hop hop hop, on achète, on arrive et on s'est rendu compte quand même de l'ampleur du travail. Donc on travaillait pas jour et nuit, mais presque depuis 2 ans c'est non-stop. Et donc on a créé des enclos, on a aménagé des granges. La priorité c'était réellement les animaux. Nous on veut être bien chez nous et on l'est, et on veut aussi que nos animaux soient bien. Donc on respecte leur caractère, on respecte pas leur demande, parce qu'ils ne nous demandent rien, mais voilà. Sauf le granulé, il demande ça toute la journée. Oui, ça, il ne peut pas le manger. Donc voilà, on a essayé de faire quelque chose dans le bien-être, pour le bien-être de nos animaux, c'est réellement ça. Et les alpagas, c'est assez spécial comme animal. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais c'est
Les gens me parlent d'alama à chaque fois. Ils me disent, mais tes lamas vont bien? Je dis non, j'en ai pas. Moi, j'ai des alpagas, donc c'est plus petit qu'un lama, c'est là, c'est grand comme ça. Ça a un petit peu la tête du lama, mais c'est plus joli et ça ne crache pas. Voilà. Bon, ça crache entre eux, il y a un dispute. Si on est entre deux. Je prends une dans la mauvaise direction. Ouais, j'en ai pris une la semaine dernière. Pour venir à lui, il faut qu'il soit correct. Mais, du coup, par contre, c'est un caractère très sauvage. Alors, sauvage, peureux, ils ne nous donnent pas leur confiance comme ça. Donc, nous, c'est 10 ans de travail qu'on a mis en place avec eux. Et du coup, on les conserve comme ça. Parce que les alpagas peuvent être aussi pas domestiqués, mais presque quand même. Il y a des gens qui les élèvent comme des animaux de compagnie. On pourrait le faire, mais nous, on n'a pas voulu. Moi, j'ai pas voulu, on n'a pas voulu être sur leur dos toute la journée, à leur faire des caresses. Il faut qu'ils vivent correctement. Ils vivent et ils font leur vie correctement. Donc, la ferme est organisée comme ça. Ils sortent, ils rentrent, ils vont dans leurs enclos. Enfin voilà. Donc, on fait tout ça. Mais après, il y a aussi beaucoup de travail derrière ces alpagas parce que les gens pensent qu'on nous a dit c'est comme des moutons, tu les laisses dans les champs et ça suffit. Et non. Le boulot est énorme. Maintenant on le connaît, donc ça va, mais et notamment il y a 2 jours dans l'année qui sont très stressants et très fatigants, je crois que c'est les deux plus grosses journées de l'année. C'est la tonte des alpagas. Alors un mouton, on m'a dit au beau un mouton fait 102 minutes, tout à l'heure on en parlait en plus, c'est tout. Nous, un alpaga, c'est entre 45 minutes et 1 heure par animal. C'est énorme. Et comme nous, on en a 14 là maintenant. Mais pourquoi c'est énorme par rapport à un mouton? Alors justement, alors ça se tombe, c'est assez, c'est vraiment spécial. Et du coup, on a prévu, parce que les gens ne se rendent pas compte, on a prévu une petite vidéo de 2 minutes et demie que je peux vous commenter de la tonte. Donc vous allez voir réellement comment ça se pratique. Il faut savoir que nous, on veut être autonome au maximum. Donc normalement les gens appellent un tondeur, les alpagas en plus c'est très compliqué, mais depuis 3 ans on a décidé de le faire nous-mêmes. Enfin, Christian encore avec une bonne idée. Elle me dit Charlotte c'est facile, on va le faire nous-mêmes. Première année catastrophique et là maintenant on est très content parce qu'on a acheté une table faite exprès qu'on a fait venir d'Australie pour la tonte des animaux. Ça réduit le stress des animaux, notre stress à nous. Il n'y en a que 2 en Europe, on n'est que 2 à avoir cette table, mais alors c'est un changement radical. Et justement, vous allez voir sur la vidéo, ça nous aide grandement. Il y a moins de Parce que la différence entre un mouton et un alpaga, un mouton, tu assois, il ne bouge plus. Un alpaga, il le bouge tout le temps. Donc c'est pas possible de prendre un alpaga et tondre juste comme ça. Il faut un système. Pour le maintenir. C'est un peu compliqué, mais tu vas voir que... Oui, parce que c'est 400 kg de muscle. Un alpaga, il y a 400 kg de muscle. Donc à 2 la première année sur un petit bébé, il faisait quoi, 50 kg. On a essayé de le mettre par terre, moi il m'a fait voler complètement. Donc il faut être déjà plusieurs. Donc on a appris, au fur et à mesure des années on a appris, et maintenant on est pas mal. On est pas mal. Voilà. Mais vous allez voir sur la vidéo, du coup je vais vous expliquer en même temps. Je vais me mettre voilà, petite vidéo ce que ça Attention, donne. technologie. C'est pas moi. Ah, il y a tout devant. On va pas bien avec la lumière. Ça sont les femelles qui attendent d'être... elles sont en troupeau qui attendent d'être... Voilà. Donc là, c'est amener l'animal sur la fameuse table de tonte.
Donc voilà, on le met dedans, on referme le volet. Voilà, après on retourne, on bascule la table, donc on voit l'animal entre les deux. On enlève la partie du haut et les pattes de l'animal sont attachées. Donc devant, derrière, pour que ça soit bien tendu, pour la tonte, justement. Donc là on commence, on va pas très bien. On commence avec la coupe des ongles. Avant de commencer la tonte, on coupe les ongles, c'est nécessaire. Je vais mettre sur l'écran direct. Et après, là, donc la tonte commence. Christian tond l'animal pour récupérer la toison. Donc on a la toison du dos et le début du cou que l'on conserve pour la faire filer et la transformer. Et après le reste, les pattes, la tête, tout ça, on met dans un autre sac et ça nous servira pour autre chose. Pour le potager. Et c'est vous qui filez la alors justement, je vous expliquerai après, mais non. Non, c'est la seule chose qu'on ne fait pas. L'animal ne se redonne pas. Alors ça dépend. Les mâles, oui, de temps en temps, les mâles, oui, il faut les attacher quand même. Il faut bien les... C'est une laine serrée ou pas? C'est une laine un peu spéciale, serrée c'est une laine... Non, vous allez voir, je vais vous en montrer tout à l'heure quand j'en ai amené. La laine n'a pas d'odeur, n'a pas de graisse. Donc c'est fabuleux, elle n'a pas de graisse. Alors là, on voit mal, mais pourtant c'est assez sympathique. On doit limer les dents. Il y a l'image des dents des animaux. On est obligé de faire ça, sinon les dents poussent trop. Il n'y a que des dents sur le bas. Les dents poussent trop haut et ils ne peuvent plus manger ou couper l'herbe, en tout cas correctement. Donc on lime les dents. Il faut être dentiste aussi. Un peu. Christian fait tout. Après on leur donne, on les vaccine, on leur donne le vélo rouge. On remet la table. On remet le haut en fait dessus, on enlève on décroche les pattes, on décroche la tête, et vous allez voir, on va rebasculer pour faire sortir l'animal après. En 2 minutes, ça paraît facile, nous ça nous prend 45 minutes. Mais hop, voilà, et l'animal sort. Et ils sont, ils ont perdu, certains perdent 5 à 7 kilos. On a fait ça au mois de juin. Non, mai, pardon, excuse-moi. Fin mai, c'est une fois. Oh, ça suffit. Oh oui, ça suffit largement. Tu as dit qu'il y avait 2 moments. Oui. Non, alors il y a 2 jours compliqués. Et c'est les 2 jours de tonte. Ah, 2 jours. On fait une journée qui c'est que le mâle. Normalement, on fait ça la première journée parce que le mâle, ils sont assez costauds et assez fatigants. Donc, on fait le mâle en début, la première journée. La deuxième journée, c'est de femme, que c'est un peu plus c'est plus simple. gentil, Voilà. Moins pénible. Moins pénible. Donc, du coup, j'avais la laine là. Si on peut la faire passer, éventuellement, ça, c'est la laine tondue. Donc ça donne ça, vous touchez, il n'y a pas de graisse, c'est tout doux. Ah, c'est plus pénible. Même, vous pouvez s'en sentir. Je voulais, les alpagas ont des poils longs et raides. Alors il y a 2 types. Il y a deux races d'alpagas. Il y a ceux, on a les deux. Il y a ceux qui ont le poil long et raide. Et si on le laisse plus de 2 ans, ça fait des petites dreadlocks comme ça. Là, la laine est toute douce. Et après, on a aussi l'autre. Donc ça, c'était un suri. Le deuxième, c'est le wakaya, qui pousse en peluche, comme ça. Voilà. Et ça, c'est la laine de wakaya, celle-ci en peluche que vous touchez. C'est celle qui est toute douce. C'est ceux qui sont bien d'être tondus. Là, bien d'être tondue. Bien d'être tondue. Elle n'a pas été du tout... ni nettoyée, ni traitée, rien du tout. Rien du tout. Si on rentre pas par terre, alors. Ah oui, c'est comme un chien. Et alors après, une fois qu'on a récupéré la laine, on a tondu tout le monde. Donc nous, on sépare bien les laines. On veut tracer chaque animal. Donc on sait, voilà, nos sacs avec tous les prénoms. On a trouvé une filature en Lot-et-Garonne, parce qu'on était en Dordogne, juste à côté. On a trouvé une filature, il n'y en a que 5 en France, qui filent la laine d'alpaga. On emmène tous nos sacs. Moi, je lui dis ce que je veux un fil fin, plus gros, plus épais, pour chaque laine. Et après, normalement, c'est 6 à 8 mois après, je reviens, j'y retourne et je récupère mes petites bobines. Donc, je sais que celle-là, c'est la bobine de Gustavo, qui est dans le champ avec les mâles. Ça, c'est Liliane, par exemple. Parce que chaque alpaga a un nom, un passeport. Et chaque alpaga a une couleur.
Ah oui, même si on a beaucoup de marrons, les gens me disent, mais t'as 5 marrons. Oui, mais c'est 5 marrons différents. Voilà, d'accord. Donc, par exemple, nous on sait exactement. Quelle est la spécificité de l'alpaga? Par rapport au mouton, au bourgeon? Alors déjà, l'alpaga c'est 6 fois plus chaud que la laine de mouton. Plus chaud? 6 fois plus chaud. Oui, c'est hypoallergénique. Hypoallergénique. D'accord, hypoallergénique. C'est une laine qui ne bouloche jamais. Vous pouvez la laver 50 fois. Moi, je lave tout et j'ai des choses que j'ai lavées beaucoup de fois. Ça ne boulochera jamais. C'est une laine exceptionnelle. C'est thermorégulatrice. On s'en sert les restes de la tente. Tout à l'heure, on le disait. On s'en sert au potager. On met ça au pied des plants. Et c'est anti-limace. Alors, il faut avoir des alpagas chez soi. Voilà. Et la table. Alors ça, une fois qu'on récupère ça, alors il faut savoir qu'en France, il y a beaucoup d'élevage d'alpagas et qu'on n'est que à peu près 5 à 10% à transformer la laine. Parce que la laine brute, l'alpaga, ça ne vaut rien. La laine filée, elle vaut. Mais par contre, il faut payer la filature. Donc on est très peu en France à le faire. Une fois qu'on récupère ça, moi j'ai un crochet et j'ai un métier à tisser manuel que je prends sous le bras, je vais dans mon parc et puis je tisse. Et on a apporté des petites choses pour vous montrer ce qu'on faisait, nous, éventuellement. Donc moi je fais, on va voir si vous voulez les après. Je fais des bijoux, donc je fais des boucles d'oreilles, des bracelets, je fais des mitaines pour les femmes. On fait depuis cette année des pelotes de laine, parce qu'on en a beaucoup demandé. On fait des petits porte-clés. Après, comme je tisse, moi je fais des marque-pages. J'ai décidé de faire des marque-pages, par exemple. Je vous ai encore 2-3 petites choses. Il y a des tours de tête, des tours de cou. Et puis des écharpes, des bonnets, on a fait de choses. J'ai fait des gilets, oui, effectivement, j'en ai fait. Alors, il y a le côté crochet et il y a le côté tissage. Et en fait, comment dire, on en est arrivé là parce que j'ai râlé. Je suis bien une femme, vous avez compris, c'est peut-être que je suis française. On avait nos alpagas dans le jardin pendant longtemps, et juste avant de déménager ici, j'ai dit à Christian, ils sont gentils tes petits machins là, mais ils nous coûtent cher, parce qu'il fallait tout payer, et puis ça rapportait rien. Donc je lui ai dit, on a de la laine qui ne sert à rien. Donc on a trouvé une filature, et il était content d'arriver 6 mois après avec une cagette comme ça, avec 15 bobines, il m'a dit, tiens ma cocotte, maintenant tu te débrouilles. Voilà, donc je lui ai dit, bon ok, je peux me mettre au crochet, donc j'ai commencé il y a 3 ans. Et puis je lui ai demandé, puis j'ai dit, tiens à Noël, on va acheter un petit métier à tisser. Et moi qui suis toujours montée sur 220 volts pour être au boulot, c'est un changement de vie radical en fait. On est beaucoup plus calme, c'est apaisant le travail de la laine au contact des animaux. Voilà, c'est une nouvelle philosophie de vie que l'on a maintenant et un bien-être aussi. Mais le plus compliqué, c'est pour pousser le laine, et ça c'est mon côté. Il faut dire comment vous faites pour avoir. Alors nous après pour vendre, on a créé notre site internet avec une boutique en ligne, d'accord. Ça prend du temps, donc petit à petit ça commence, ça fait 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi, et après je fais aussi des marchés de créateurs. Les marchés de créateurs, j'en fais à peu près 4 ou 5 dans l'année. Non, aujourd'hui non. Ah non. C'est pour ça le projet il est vaste. On ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre avec uniquement ça. Voilà, pour nous c'est vraiment tout le projet. Quand on aura notre boutique à la ferme, on vendra un petit peu tout, mais il y a notamment les gîtes à la ferme, les visites à la ferme. On va commencer les visites au mois de mars. Voilà, c'est vraiment un projet global. Est-ce que pour la laine filée, les filatures sont prêtes à vous en acheter un peu pour la commercialiser après ou... Alors certaines pour filatures... l'instant, vous l'achetez, vous la reprenez vous-même. Alors certaines filatures peuvent vous l'acheter, mais nous on conserve notre laine. Nous on conserve notre laine parce qu'on n'a que 14 animaux. Enfin ouais, mais que ça suffit réellement. Et du coup comme on la trace, alors je ne sais pas si vous avez vu sur le là, comme on trace, on sait quelle laine, j'ai oublié de vous le dire, quelle laine est dans chaque création. Donc nous on met toujours les petites photos de chaque animal. Donc les gens savent qu'en portant, je sais pas, coup de chat, tel tour de cou,
ils ont la laine de tel et tel animal sur le dos. Ça les gens adorent. C'est un nouveau petit concept. Quelle que soit l'activité, ça représente alors au niveau de l'activité, au niveau du temps. Alors en fait, le problème c'est que le matin on s'occupe des animaux. On doit faire les animaux, on n'a pas le choix, ils sont là. On s'en occupe pendant 2 heures, 2 heures et demie, voilà, 7 jours sur 7. Après, fin de matinée, il commence son travail le matin. Je commence mon travail là, on continue, et puis le soir à 6 heures, on commence à soigner les animaux. Bien sûr, il y a de journées combien on a pensé des jours en coupé de pâte de chèvre. Les onglons des chèvres. Donc il y a 2 jours comme ça. Alors, si vraiment s'ils sont sales, on peut prendre une brosse et les nettoyer un peu. Mais depuis qu'on est ici, donc à Luc, on a organisé la ferme à ce que chaque soir, ils rentrent. Ils sont à l'intérieur, donc ils sont beaucoup moins sales. Nous, le jour de la tonte, la laine est très propre. Il n'y a pas de différence. Ah, du tout, tout est cool. C'est un anglais, vous savez, les jardins anglais. Là, aujourd'hui, pas encore, parce qu'avec la pluie, on n'a pas réussi. Mais surtout dans les enclos, il n'y a pas de ronces, de choses comme ça. Oui, alors que nous, ils ne veulent pas. C'est très sélectif. Oui, c'est très sélectif, les alpagas. Et vous ne pensez pas teindre vous laissez... Oui, nous c'est un choix que l'on a fait. Quelquefois les gens m'appellent en me disant je voudrais un bonnet bleu, et je leur dis pas chez nous. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a voulu conserver les couleurs naturelles. On explique que pour avoir de différentes couleurs, on peut mélanger deux teintes. Si on mélange un blanc avec le noir, on arrive à avoir... On a une couleur grise par exemple, mais on ne teint pas. On ne peut pas. C'est en mélangeant 2 laines qu'on arrive à avoir le gris mais pas de teinture. Alors, dans vos 2 bobines là, oui. Le clair c'est le cachemire? Alors non, le cachemire j'en ai quasiment plus donc je ne l'ai pas apporté, mais... c'est l'alpaga c'est de l'alpaga. Ah, c'est les 2. Là c'est que de l'alpaga. Le cachemire j'en ai quasiment pas. On a peu de chèvres donc j'en ai quasiment plus encore en bobine. On a 21 chèvres. Et ça donne combien? 700 grammes. 700 grammes de cachemire. Attendez, 700 grammes avant la filature. Alors je comprends mieux le prix des pulls en cachemire. Et vous allez le comprendre encore mieux, sachant que le cachemire est récolté non pas tondu comme en alpaga, mais le cachemire, c'est... Nous on a voulu conserver le process original. On a acheté les brosses comme en Inde, on les brosse. Et donc c'est sur 1 mois et demi, 21 chèvres, c'est sur 1 mois et demi. Un peu le soir, le deuxième soir c'est l'autre aux fesses. Voilà. Donc vous comprenez pourquoi c'est cher aussi, parce qu'en fait quand tu le brosses de chèvre, tu enlèves le poil de garde aussi. Et donc normalement en Inde, il le trie par main. Là on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, la filature s'en charge pour nous, elle enlève le gros. Mais oui, sur 21 chèvres, on récupère 600-700 grammes de cachemire, une fois filé, nettoyé, on a plus de 500 grammes. Pour la comparaison d'un alpaga. Un alpaga peut produire jusqu'à 3-4 kilos filés. Vous voyez, c'est énorme la différence. Dans votre projet global, quel est le secteur prioritaire que vous développez qui est essentiel pour vous? Il n'y a pas que ça, je suppose. La laine, vous voulez dire? Ah non, mais nous, non, on développe... Non, dans votre projet global, quelle est l'activité que vous développez au maximum? Les gîtes, oui, alors écoutez, pour nous, tout est important, mais ça va être les gîtes. Les gîtes, c'est les gîtes qui vont nous rapporter forcément les gîtes. Mais il va y avoir... Mais c'est réellement un projet global. Mais le gîte va nous rapporter... Les 2 gîtes vont nous rapporter. Et l'insolite. Ça, ce sera le bonus. Et j'en prends un peu sur les marchés, on en commande. Ouais. Donc, il faut se diversifier et nous, on préfère avoir plusieurs Jamais. On les brosse. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui le font. On n'est que 2 en France. Il y a 2 élevages qui font ça parce que c'est très long. C'est très long. Ah non, ils ne sont jamais tous venus. Et les autres élevages, ils le tombent. Et ils l'envoient en Inde pour être triés. Et après, ça revient en France.
Oui, nous on leur laisse aussi leur poil de garde, parce que l'hiver, il ne faut pas non plus que ça prenne froid. Au automne, il ne faut pas que ça prenne froid. On a voulu le faire comme ça. Tous les deux, vous êtes obligés de fournir tous les deux à l'exploitation. Oui. Pour la santé, il faut être en bonne forme, en bonne santé. Ouais, il faut surtout bien s'entendre, parce que le plus gros défi, c'est de se dire on déménage, on change de vie, est-ce qu'on va pouvoir arriver à s'entendre? Parce qu'il fait le chef sur son chantier, moi je suis un peu le chef dans ma catégorie, mais on a réussi à trouver une belle entente. Ça va, ça va. Mais je suis le chef quand même. Question là-là. Je ne veux pas que ce soit la dernière question, mais est-ce qu'on mange dans l'alpaga? Alors oui, ça se mange. Au Pérou, c'est comme notre bœuf à nous. Donc moi, on a un ami péruvien où on était en Dordogne qui a un restaurant, il voulait nous acheter des alpagas. Je lui ai dit bah non, ton jardin n'est pas assez grand. Il m'a dit non, c'est pour manger au restaurant. Moi, je ne mangerai pas les miens, mais si j'en trouvais quelque part, je goûterais. Alors ils finissent après le midi chez vous alors? Ah non, ça va être une maison de retraite à un moment donné, l'alpaga, c'est sûr. On les mangera jamais. Ah non, on ne peut pas. D'accord. On les élève comme nos bébés. La dame au fond, peut-être. Ça vit combien de temps? Ça peut vivre jusqu'à 20-25 ans. Ils sont là pour un moment, Luc. Et madame, vous avez... Si. Je voulais savoir. Les chèvres cachemire, elles sont comme des chèvres ordinaires. Non, elles sont petites. Oui, c'est petites, elles sont toutes petites et elles sont toutes blanches. Elles sont toutes blanches, c'est vraiment un troupeau tout blanc. Elles ont combien de plantes? Ouais, c'est à peu près les mêmes. Elles ont des belles cornes en tout cas. Il vaut mieux qu'elles s'écartent pas, c'est parce que... Vous n'allez pas devant plus court. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les alpagas? Le temps de tout faire, il nous faut encore, à mon avis, au moins 2-3 ans. Moi, je pense. Au moins minimum. Je pense qu'il faut 3 ans, ouais, c'est ça, pour arriver vraiment à tout avoir et à tout mettre en place. Mais on n'est pas pressé, on va faire les choses proprement et correctement, parce que ça va être notre résidence et on ne va plus déménager. Vous avez des aides départementales? Non. Vous faites ça autrement? On autofinance. On autofinance tout, oui. Combien peut se vendre une chèvre cachemire? Alors une chèvre cachemire, un bouc cachemire vaut plus cher qu'une chèvre, à l'inverse des alpagas où la femelle vaut plus cher. Le bouc cachemire, il vaut à peu près 350 €. La femelle, elle vaut, je crois que c'est 200-250 €. L'alpaga, c'est l'inverse. La femelle vaut jusqu'à... Enfin, la moyenne, l'alpaga, c'est 5 000 € la femelle. Et le mâle, alors en fonction de la reproduction qui a été faite, bonne ou pas bonne, un mâle, c'est dans les 3 000 €, mais ça peut monter à 20 000. On a rencontré un monsieur qui a vendu un alpaga mâle pour 80 000 €.